début d'une toute nouvelle aventure, l'aventure de Push Lap. Le podcast démarre enfin, très heureux de te retrouver littéralement sur l'émission Push Lap. C'est une toute nouvelle aventure forcément et avec beaucoup d'actualités. C'est le tout premier épisode, nous sommes le mardi 21 octobre, juste après le Grand Prix des États-Unis 2025 et juste avant le Grand Prix du Mexique avec une énorme bataille pour le titre. Beaucoup de choses forcément à voir avec des actus F1, des actus même un petit peu sur le sport auto en général. Vous allez voir, en plus il y a des trucs qui sont tombés juste avant le début. En tout cas, merci à toi d'être là pour la première aventure de Push Lap, pour le premier épisode avec, bien sûr, on avait promis ça, le premier invité. Comment ça va, Julien ? Bah ça va très bien, je suis content, merci de l'invitation, je suis le premier, je suis trop content. Premier. Alors l'introduction elle était aléatoire, j'ai dit des mots, tout ça, je suis allé. Mais c'est bien, c'est la première, c'est bien, il faut se comme ça. lancer. Je suis content d'être là, il y a plein de choses à dire, comme t'as dit, on avait des trucs juste avant l'émission en plus, ouais. Donc ça c'est cool. Mais non, c'est un très beau projet, j'aime beaucoup la déco, la DA. Voilà, je vais directement remercier quelqu'un, Marie, ma femme. Honnête. C'est elle qui a fait la DA qui a pu avoir juste derrière, notamment le logo, les couleurs et ainsi de suite. Donc voilà, franchement c'est trop cool. Merci à elle parce que c'est elle qui m'a beaucoup aidé dans ce projet. Donc immense merci, je t'aime. Voilà, comme ça on commence direct. Il a été le témoin de mon mariage, je vous rappelle. C'est vrai, j'ai pas fait de discours. Pas fait de discours, il y en aura un sur... Pour l'instant, il y en a un autre qui va arriver. Bon, du coup, dans Push Lap, le podcast qui ne lâche rien, littéralement, on aura beaucoup de choses à forcément avoir avec un ton. On va être vraiment entre potes, vous allez pouvoir bien également activer un petit peu vos commentaires parce que, déjà les débats d'aujourd'hui, parce que je vais vous parler un petit peu plus de ce qui va se passer dans l'émission, mais les débats d'aujourd'hui, sans les dire... Je sens que tu m'as fait venir pour qu'il y ait du sang là. Oui. Tu veux que je dise les termes. Notamment à parler un petit peu de la Skoda Ferrari. Ce sera après, comme par hasard. Ne vous inquiétez pas. C'était vos questions notamment, c'est même pas mes vos questions. Bon, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer l'émission, on va commencer avec ce qui s'appellera le Push Mag. C'est le récap des petites actus qu'il y a pu avoir au cours de la dernière semaine. Je rappelle que Push Lap, ce sera, pour ceux qui n'ont pas vu le teaser, ce sera chaque mardi, donc chaque semaine on parlera de l'actualité principalement Formule 1 mais sport auto en général. On commence donc par le Push Mag, ensuite il y aura, ça s'appelle comment déjà c'est le Push to Talk, exactement, le Push to Talk qui sera le débat principal du podcast, de l'émission. Et puis ensuite il y aura le push de la commu, c'est une de vos questions, en gros, littéralement, qu'on peut retrouver sur Insta avec une boîte à questions en story. Je vous ai demandé, il y a une question que j'ai repris et qu'on va débattre, et de ce qu'on va débattre effectivement dans l'émission. Donc voilà comment ça se fait, puis ensuite il y aura un petit jeu à la fin, ça je vous laisse un petit peu de suspense. Bon, sans transition. Comment tu sens cette saison ? Tiens, un petit peu là, on est à l'approche du Grand Prix du Mexique et le Grand Prix des États-Unis. Est-ce que finalement on a un petit peu pour commencer sur cette saison 2025, on est un petit peu dans l'inattendu, voilà. La fin de saison, elle est inattendue. Le dernier tiers, j'aurais pas parié ça avant le Summer Break, en gros. Ouais. Il y a eu une vraie bascule depuis le Grand Prix de Zandvoort. Mine de rien, la casse moteur de Lando Norris à l'époque, elle paraissait anodine. Aujourd'hui, tu te dis que s'il casse pas le moteur, il est en tête du championnat déjà de 4 points. Ouais. Donc non, il y a une vraie bascule dans une saison qui est, je trouve, pas exceptionnellement excitante. Il y en a un qui te met vraiment l'excitation et qui te met... t'as quelqu'un qui vient de rajouter un peu de suspense et relancer un peu toute la hype qu'il y a autour du sport, donc c'est cool. Maintenant, faut voir, est-ce que ça va durer ? Il reste 5 courses au moment où on tourne ça. Faut voir si ça va durer, s'il va être capable d'aller jusqu'au bout, parce que là, Verstappen n'a plus le droit à l'erreur. C'est surtout ça. Donc, mais c'est pas lui qui a la pression. C'est pas lui qui a la pression, mais d'un côté il faut pas oublier qu'il a pas le droit à l'erreur. Et d'un autre côté, il y en a deux qui ont la pression maintenant, c'est Norris et Piastri et même McLaren de façon globale. Donc la fin de saison pour le titre en tout cas va être intense. Même je trouve qu'on sous-estime énormément la bataille pour la deuxième place au constructeur. Aussi, ouais. Il y a 10 points entre Mercedes, Ferrari et Red Bull. Et Red Bull, oui, alors c'est vrai que c'est vrai que j'ai pas regardé attentivement Red Bull. Non, il y a 10 points entre les trois, il y a 7 points entre Mercedes et Ferrari. Donc voilà, il y a une grosse bataille pour quand même énormément d'argent qui vont être importants pour la saison prochaine. Donc non, la saison est très cool. Là, elle reprend, on va dire, un second souffle. Ouais, un second souffle. Tu parlais justement de Mercedes, c'est le premier sujet du Push Mag. Le recap donc du coup des actus et c'est avec une info transfert. Alors elle est un peu pas passée inaperçue non plus, mais je vous la montrer tout de suite, c'est la prolongation de contrat de George Russell et également de Andrea Kimi Antonelli qui vont continuer donc chez Mercedes pour la saison 2026. Alors ça a été de longues négociations quand même, on va plus se concentrer sur George Russell parce que ça a été très très long, s'il discute depuis quasiment le début de cette saison 2025. Il va disputer donc sa 5e saison chez les Flèches d'Argent, George Russell. Il a refusé énormément de propositions de contrat de la part de Mercedes, je pense que j'étais
dirais plus de la part de Toto Wolff. Déjà, moi sur cette actu-là, je suis... alors c'est peut-être un peu provocateur, mais je trouve que de toute façon Mercedes a manqué de respect à George Russell et a manqué de respect a manqué de respect tout simplement à son leader d'écurie. Non, moi je dirais peut-être pas sur un manque de respect, ça me paraît logique entre guillemets d'avoir des négociations et des refus, et aujourd'hui je pense autant, que... Ouais, autant parce que en fait tu t'impliques dans un projet long terme, et mine de rien t'as Andrea Kimi Antonelli aussi à côté qui est censé être le futur de l'équipe. Aujourd'hui Russell techniquement n'est plus le futur de l'équipe. Ouais, mais qui ne rassure pas non plus Anthony à l'heure actuelle. Ouais, alors, encore une fois, qui ne rassure pas pour l'instant. En 2025, on lui demandait pas non plus d'être performant. Bien sûr. On lui demandait de se préparer pour 2026. Et je trouve que c'est ce qu'il a quand même bien fait. Deuxième partie de saison est meilleure depuis qu'on a quitté l'Europe, ça va mieux. Non, en vrai, moi, ça m'a pas autant choqué toutes ces histoires de contrat pour Russell, dans le sens où il faut un contrat pour l'avenir. Il y a une nouvelle réglementation qui arrive. Bien sûr. Donc tu peux pas t'enfermer dans un projet qui peut potentiellement ne pas marcher. Il faut avoir des garanties, que ce soit financières, contractuelles, des garanties de performance aussi. Donc moi ça me choque pas tant. Après c'est vrai que ça a mis du temps. Je pense, enfin en tout cas moi j'ai jamais douté que Russell ne prolongerait pas. Moi tu sais que j'ai douté. Ouais, non, ça m'aurait paru grotesque. Il allait où sinon? Il avait pas d'autre baquet, donc je pense que c'était juste des détails. Et encore une fois, on n'a pas justement ces informations sur les contrats et ce qui s'est dit entre Toto et George Russell. Moi, je pense que c'est un très bon move de la part de Mercedes d'avoir prolongé les deux. La question est de savoir combien de temps il a prolongé, parce que à l'heure actuelle, moi je trouve que le deal, ou du moins il est annoncé, c'est, je crois, seulement pour 2026. À l'heure actuelle, c'est confirmé pour 2026. Il a confirmé Russell au Mexique que c'était un deal pluriannuel, mais qu'il voulait pas rentrer dans les détails. Moi, je pense que c'est 2026-2027, et certaines rumeurs parlent d'une clause de performance pour 2026. Sur à quoi j'ai pas trop non plus de doutes. Mercedes a l'air d'être bien pour 2026, donc je vois pas pourquoi il partirait. Mais non, franchement, surtout, en fait, je pense que Russell a pu se permettre ce genre de négociation au vu de la saison qu'il fait. Au vu de la saison qu'il fait, et aussi, il y a aussi cette part, je le pense du moins, qu'il voulait un petit peu faire payer et aller au bout un petit peu des négociations contractuelles, aller chercher le plus possible pour lui, le max possible, que ce soit financier, mais également aussi sur des garanties pour 2027 et potentiellement même pour 2028. Parce que sinon, dans le cas contraire, Russell il se met dans une difficulté monstre. Si en 2026, et il peut s'avérer que finalement, on a vu beaucoup de retournements de situation, il n'y a pas de garantie pour lui pour 2027 pour George Russell, le contrat qu'il a aujourd'hui chez Mercedes pour l'année prochaine, avec l'ombre de Verstappen plus particulièrement, on ne sait pas s'il va rester. Alors Verstappen aujourd'hui, regardez, il gagne beaucoup, il y a le retour de Red Bull, mais c'est au sacrifice de 2026, de la nouvelle réglementation. On ne sait pas ce que ça va donner. Et ça, c'est un gros risque pour Red Bull, bien sûr, mais c'est un gros risque pour Russell qui peut se voir littéralement dégagé au profit de Verstappen. Alors après, il y a aussi Antonelli. C'est vrai qu'Antonelli, est-ce qu'il va rassurer en 2026? Et est-ce que Toto Wolff, si Verstappen dit clairement, directement, bon, moi je veux Verstappen coûte que coûte, Antonelli me rassure pas, est-ce qu'il osera mettre un Verstappen aux côtés de Russell? J'ai du mal à y croire quand même. J'ai du mal à imaginer un Russell Verstappen chez Mercedes. Pour moi, je pense que la situation actuelle, c'est on a Antonelli qui est encore trop jeune, manque d'expérience et encore doit être formé. Donc on le garde pour l'instant. Après, avoir Russell, ce que ça va donner, l'avantage de Russell actuellement, c'est que tu as un leader. Ah bah t'as un leader qui fait une saison, il fait sa meilleure saison en Formule 1 aujourd'hui. Il fait sa meilleure saison en Formule 1, qui porte clairement le projet sur ses épaules. Donc tu peux pas te permettre de t'en séparer. Ramener Verstappen chez Mercedes aux côtés de Russell, il n'y a pas réellement de plus-value. Ils ont tellement misé sur Antonelli. Bien sûr. Ils lui ont fait griller tellement d'étapes pour le mettre aussi vite en Formule 1. Dans le cool room que tu as fait avec Gwen Lagru, qui gère l'académie Mercedes, il en parlait justement de cette question de... C'est un risque d'armer Antonelli et c'était une opportunité également de le mettre. Ils s'attendaient presque à voir une difficulté pour Antonelli cette saison. Mais il y a de la frustration bien sûr, et forcément plus particulièrement d'Italiens, mais derrière c'est pour mieux construire l'avenir. Bah c'est ça en fait, c'est que je trouve que Gwen l'avait très bien expliqué comme tu dis sur Cool Room, c'est que si tu mets pas Antonelli cette année, et si tu le mets l'année prochaine, il fait les mêmes erreurs du coup, mais avec une voiture qui peut peut-être jouer le titre. D'accord. Et donc du coup tu passes à côté de quelque chose. Alors que cette année, oui, Russell a gagné, je crois, 2 courses, il a 8 ou 9 podiums, enfin quelque chose comme ça, je sais plus. Mais il n'y a pas réellement de gros enjeux pour Mercedes. Bien sûr. Le but, c'est de le former et qu'Antonelli soit prêt dans les prochaines années à performer et aller chercher des titres constructeurs. Et là, pour moi, Mercedes a un duo quand même très très solide. Donc, un peu quand je t'écoute, clairement, moi je suis pas ton avis parce que je pense que je pense que je serais pas ton avis parce que
je pense que Verstappen, si demain il dit qu'il veut aller chez Mercedes, il y sera. Et il y en a un des deux qui sera sacrifié. Donc toi, de ce que je comprends, toi tu estimes que même si Verstappen demain dit je veux aller chez Mercedes, Mercedes refuse. Moi je pense que alors si Verstappen doit aller chez Mercedes, ce sera aux côtés d'Antonelli. Ah donc Russell il est... Je pense que voilà, je pense que tu ne peux pas avoir un Russell Verstappen chez Mercedes. Alors oui, ça fait rêver, c'est un duo monstrueux. Bien sûr. Je pense que Toto s'est pas encore remis de 2016 et 2014. Donc ça me paraît un peu trop gros, et honnêtement un duo Verstappen-Antonelli ça reste tout aussi performant. Le meilleur pilote de la grille avec un des plus gros talents de la génération. Si c'est le plus gros, hein, ça se bat avec Piastri d'ailleurs sur ce registre-là d'ailleurs. Donc non, ça reste une situation assez sensible pour Russell d'un côté. De l'autre, là au moins il est sûr d'avoir une voiture l'année prochaine. Je pense bonne voiture en plus. Donc pour lui ça va être intéressant. Moi mon gros point d'interrogation c'est Antonelli en 2026. Est-ce que ça perf ou pas? Ouais, sachant qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi il pouvait aller du côté de chez Alpine pour l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs le prochain sujet d'ailleurs, Alpine. Parce que pour ceux qui... Alors c'est pas passé inaperçu non plus, ça a été un moment d'ailleurs dans le Grand Prix des États-Unis Alpine. Et un petit clash quand même entre Pierre Gasly et Franco Colapinto. Je vous avoue, j'ai ajouté ce sujet au dernier moment parce qu'en y repensant, je me suis dit, quand même... J'adore. C'est exceptionnel là. Alors pour résumer un petit peu ce qui s'est passé. Alors il y a eu justement ce communiqué, on va dire ça ainsi, cette déclaration de Stim Nielsen qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le nouveau team principal d'Alpine F1 Team. Ça change tous les 4 matins, mais lui à l'heure actuelle... Il est passé inaperçu d'ailleurs. Oui. Vraiment, personne n'en a entendu parler. Ouais. En tout cas, il s'est exprimé parce qu'en fait, il y a eu une petite tension en interne, une grosse tension même en interne entre Franco Colapinto et Pierre Gasly en fin de course, alors qu'ils se battaient pour la 17e, 18e place, de toute façon plus. Alpine a donné un ordre clair à Franco Colapinto de ne pas attaquer Pierre Gasly. Voilà, littéralement, non, on maintient les positions. Spoiler, je trouve que c'était un peu stupide parce que Franco Colapinto était plus rapide, ça ne servait strictement à rien. Alors à moins qu'il se soit passé des choses en interne, des tensions qui fait que Alpine avait peur que ça s'accroche entre les deux, et c'est vrai que c'était une bataille qui était quand même assez intense. Pour la 17e, 18e place, encore une fois je insiste là-dessus. Colapinto n'a pas respecté ça, et Stim Nielsen, directeur général de l'équipe, toute instruction, enfin il a déclaré toute instruction du muret des stands est finale, et nous sommes déçus que cela n'ait pas été respecté. C'est un sujet que nous allons traiter en interne. Colapinto lui assume totalement. Gasly était lent, j'étais plus rapide, je devais le dépasser pour me défendre de Bortoleto. Résultat, on a un dépassement qui a été inutile sportivement, mais très mal vu par l'équipe, déjà en pleine crise de performance avec une A525 toujours hors du rythme des points. De toute façon, Alpine manage pour juste attendre 2026 avec le moteur Mercedes. Et pour ne rien arranger, dans les déclarations qu'on a justement de Stim Nielsen qui est à l'écran, Nielsen n'excuse pas de sanctionner Colapinto pour avoir ignoré la consigne. Ce qui me fait rire, c'est que j'étais en train de lire les commentaires sous le post Alpine, ça me fume de rire. Principalement, vous êtes déçus que Franco soit rapide. Pour une fois qu'il a été auprès de Pierre Gasly, j'aimerais bien vous voir réussir, mais là ça devient difficile de vous supporter. Peut-être que vous devriez être déçus de vos pit-stops plutôt que du comportement de vos pilotes. Tu vois, c'est que ça en fait. Mais c'est que ça, mais en vrai ils ont pas tort. Mais en fait ils ont pas tort parce que le pourquoi les commentaires sont hyper intéressants et aussi la critique vis-à-vis de cette situation, c'est qu'encore une fois on était pour la 17e et 18e place et que pour ce Grand Prix, moi j'étais pas en live parce que je revenais d'un événement, mais je regardais le Grand Prix sur Canal+ et Romain Grosjean direct dit c'est stupide. Je pense que tout le monde a trouvé ça stupide en fait. Je peux comprendre la position de l'équipe qui est on est 17e, 18e, il n'y a rien à gagner, rien à gagner, n'allons pas prendre de risques. On gère les deux voitures. Il restait, je crois, 3 tours ou quelque chose comme ça. L'équipe s'est dit, voilà, vous bougez pas. Derrière, il y avait Bortoleto qui revenait, Colapinto essayait de défendre, etc. Le truc, c'est que, comme Colapinto l'a dit, en fait, s'il dépasse pas Gasly, il se fait doubler par Bortoleto. Donc je peux comprendre, surtout au vu de la situation des contrats pour Colapinto, qu'il ait envie de finir le plus haut possible, entre guillemets. Ça change rien à la vie de Gasly, honnêtement. Après le dépassement il est peut-être un peu musclé, c'est vrai. Parce que Gasly, je pense qu'il n'était pas préparé à ça, je pense aussi, surtout qu'on lui dit on maintient les positions, donc lui il est pas là pour défendre. Après moi je peux comprendre aussi le point de vue d'Alpine qui est de on donne un ordre, on donne une consigne, on s'attend à ce qu'elle soit respectée. Bien sûr. Je l'entends, mais je pense que c'est juste de base la consigne n'est pas bonne. La consigne n'a pas lieu d'être. Pour moi, sur le principe, oui, quand une équipe donne une consigne, elle doit être respectée. Maintenant, il faut que la consigne elle ait du sens et pas qu'elle mette à mal les pilotes. Là, clairement, ça aurait desservi Colapinto.
ça aurait desservi Alpine. Bortoleto aurait peut-être même doublé les deux. Aussi. Donc, mais après, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai lu quelques avis sur Twitter notamment sur la question de, on dirait qu'ils cherchent un moyen de le virer. Ah ouais. J'aurais été du même avis si ça avait eu lieu cette situation il y a, j'ai envie de dire 4-5 courses de ça. Parce que là, pour le coup, avant l'été, petite info, Alpine voulait dégager Colapinto pour le retour de la trêve estivale. Cependant, il y a eu un changement de programme et surtout beaucoup d'arrivées financières en soutien à Franco Colapinto qui ont été maintenues et notamment potentiellement pour 2026. Donc à l'heure actuelle, quand même, Franco Colapinto et je sais pas comment il gère ça, parce que il est là grâce effectivement à son apport financier et ses sponsors, mais dans une équipe qui attend juste d'avoir un meilleur pilote, quoi. Moi, je pense, je sais pas. Moi, je reste persuadé que Franco Colapinto est un pilote rapide. Oui, il est tombé aussi au mauvais endroit, au mauvais moment, Parce mais c'était que l'opportunité. tu peux pas m'enlever, tu m'enlèveras pas les performances qu'il a fait chez Williams quand il est arrivé en Formule 1. Et ça, il était très bon avec une voiture qui était correcte. Et là, cette année, l'Alpine, c'est une cata. Franchement, quand tu vois les on-board de Colapinto, c'est terrifiant. Hein. Surtout qu'il il est arrivé en cours de saison. Alors, c'était début de saison, mais quand même en cours de saison. Il n'a pas eu les essais hivernaux. Il n'a pas pu s'habituer à l'environnement d'Alpine aussi également. Quand il était du côté de chez Williams, il était quand même dans l'académie Williams depuis déjà quelques temps. Il avait un environnement qui était prêt à la cure et qui était prêt surtout à l'aider. Là, du côté de chez Alpine, aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation. On est plutôt dans une pression intense. Surtout que Colapinto, à l'heure actuelle, aux dernières news, du moins, j'ai pas eu le contraire, il a un contrat course par course. Il a toujours un contrat course par course. Mais en fait, la situation est compliquée pour Alpine. Parce que d'un côté, Alpine ne peut pas se passer de ses sponsors et a besoin d'un pilote. De l'autre, il n'y a pas forcément aussi beaucoup de meilleurs pilotes sur le marché, quoi. Là, actuellement, il y aurait Paul Aron. Mais Paul Aron, il a fait des free practice. Il n'a pas forcément prouvé grand-chose. On a eu Rio Ariento aussi pendant une séance de voilà, non, mais tu vois, il y a eu 2-3 pilotes par-ci par-là. Mais en fait, Paul Aron, il apporte pas plus que Colapinto. Ouais. Donc, si t'es Alpine, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Tu prends un pilote qui peut-être roule un peu plus vite, mais apporte un peu moins d'argent. Et encore, t'as pas la confirmation. Est-ce que tu gardes Colapinto, qui pour l'instant apporte de l'argent, mais ne performe pas aussi bien qu'il devrait, peut-être. Et puis surtout, en fait, t'as la zone d'ombre de 2026. Bien sûr. Si la voiture est bonne en 2026 et que Colapinto réussit à faire des points, à être dans le rythme, etc. Du coup, on aura dit, bien joué, il fallait attendre. Et ça aussi. Et après, c'est aussi beaucoup de questions, notamment par rapport à la F2 aussi. Parce qu'il y a un pilote qui est quand même un leader du championnat et qui, pour moi, est très sous-coté, qui est Leonardo Fornaroli, que je vois. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un instinct, je me dis, s'il va chez Alpine, ça peut être exceptionnel. Ouais. Il y a beaucoup de personnes sont en mode sur Fornaroli. Ouais, il est leader, mais il est pas clinquant ou quelque chose comme ça, voilà. Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Non, c'est juste que la F2 aujourd'hui est très spéciale. En fait, la F2 aujourd'hui, pour moi, j'ai du mal à vraiment voir des gros talents parce que les gros talents qui étaient censés exploser en Formule de promotion n'explosent pas en Formule 2. Notamment Antonelli qui est arrivé dans la nouvelle génération de F2 et qui n'a pas pu performer avec Prema, qui n'est pas n'importe qui non plus. Et en fait, F2, cette nouvelle génération de F2, j'ai l'impression, ne montre pas réellement qui sont les meilleurs pilotes et très souvent, ça se joue à la voiture. Donc Fornaroli est un très bon pilote. Il y a eu la F3 aussi. Ouais, non, il a fait une excellente saison de F3. Il est sur le point de faire un back-to-back avec la F2, comme Bortoleto l'a fait et comme plein d'autres. Mais ouais, Fornaroli, c'est pas forcément le mec auquel je pense instinctivement. Je comprends. Je suis pas du même avis, mais je comprends. Après, pour moi, pour revenir sur Colapinto, je trouve aussi qu'on est assez dur et on a la critique assez facile parce que sur les dernières courses, Colapinto a fréquemment battu Gasly en qualif. Il a été meilleur. Il a été meilleur. De toute façon, depuis même le lui. Summer Break, il a battu Gasly à plusieurs reprises en qualification. En course, ça se passe moins bien, pas de souci. C'est différent. Mais le rythme est là. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont tendance à oublier que juste l'Alpine est une mauvaise voiture. Très mauvaise voiture. D'ailleurs, on se posait la question si oui ou non Alpine avait déjà, enfin Renault dans son univers, avait déjà terminé dernière au classement constructeur. Mais ça n'a pas dû arriver fréquemment. Si quelqu'un en commentaire peut le dire, mais je crois qu'on va arriver sur un triste record pour Alpine. Alpine, alors à l'inverse, Alpine a le record de, je crois, être la meilleure dernière équipe avec le plus de points. Aussi, c'est vrai, parce que là on a un niveau. Alors c'est pas petit paradoxe, mais enfin et même petit débat parallèle, comme dirait l'autre. C'est surtout sur la question de, on a un niveau aujourd'hui en Formule 1 en termes d'écurie, en termes de pilote même, d'ailleurs individuellement, qui est excellent.
C'est rare, ça fait très. Enfin, faut quand même mettre en valeur ça aussi. C'est-à-dire qu'on a les 2-3 dernières saisons en Formule 1, du point de vue du niveau que l'on a par les écuries et par les pilotes, c'est quasiment du jamais vu. Hein. En fait, c'est un truc qui est tout bête, mais quand tu vois un Tsunoda se faire sortir en Q1, t'es en mode P16, la honte. Puis tu regardes et tu vois un dixième, tu vois qu'il aurait été P8 et tu fais ça se joue genre sur un downshift, sur un freinage, sur 20 mètres de lift ou quoi, tu vois. Donc c'est vrai que là, la grille est très compétitive d'un point de vue pilotage. Et ce qui amène des critiques sur le fait que parfois ça peut être très ennuyé parce que tout le monde se suit ou pas, alors que c'est le risque d'aller au bout d'une réglementation et d'avoir des écuries qui sont extrêmement rapprochées. Donc c'est un peu compliqué. Autre petite news pour continuer dans le push mag, c'est une news télé. Et moi, c'est une news. Plaît, celle-là. J'avais été mis au courant de ça il y a 2-3 mois. Que Apple d'ailleurs même ça fait très longtemps que Apple veut vraiment s'impliquer sur le sport auto plus particulièrement. Alors il y a eu le film F1 qui a été produit par Apple avec une prouesse technologique d'ailleurs parce que les caméras que vous avez vues sur les voitures, c'est des caméras de iPhone 15 Pro. Ouais. Ça c'est la blague. Je sais pas si c'est le 15 mais oui, de caméras d'iPhone. Des caméras d'iPhone. La blague du jour. Blague du genre. Du coup, Apple TV devient diffuseur exclusif de la F1 aux États-Unis. Donc c'est fini. ESPN passe un contrat de 750 millions de dollars sur 5 ans pour Apple TV. Les fans américains auront accès à toutes les sessions, essais, qualifications, sprint et Grand Prix, incluses dans l'abonnement à $12,99. C'est quand même bien. Après il y aura des intégrations dans Apple News, des playlists dédiées sur Apple Music, bref. La playlist de Charles Leclerc, la playlist de Fernando Alonso, j'adore ça. Jacques Villeneuve. Bref, c'est la fin d'une heure quand même pour ESPN qui avait relancé l'intérêt du public américain depuis 2018 avec d'ailleurs Netflix Drive to Survive, donc il y a eu un truc en même temps qui fait que la F1 a pu être très bien aux États-Unis, même si ça a été un petit peu difficile sur les dernières audiences, c'est vrai, avec ESPN, mais là avec Apple TV c'est différent. Rappelle que Apple TV a, il me semble, la MLS, le championnat soccer, mais football pour nous, nord-américain. Il me semble qu'ils ont la MLB aussi, donc qui est la ligue de baseball. Alors forcément, pour nous Français, ça ne change rien à l'heure actuelle, je dis bien. Mais le but de Apple aujourd'hui, c'est d'être worldwide, d'être dans le monde. Le contrat avec Canal+, il est en exclusivité, la Formule 1 est en exclusivité sur Canal+ jusqu'en 2029. Ok. Ça ne bougera pas jusqu'en 2029. Cependant, à voir maintenant si oui ou non la F1 pour la partie européenne dira l'exclusivité peut aller vers Apple TV. Et je suis honnête, je suis pessimiste pour Canal+. C'est pas une critique, mais je suis assez pessimiste parce que Apple TV va dans le sens de la F1 et la F1 va dans le sens de Apple TV. La problématique, c'est que va dire à des personnes qui sont passionnées de Formule 1 et qui ne connaissent pas l'univers des OTT qui ont 45, 50 voire plus, de dire alors faut aller sur Apple TV, faut aller sur une application bien précise et ne plus aller sur Canal+, tout facilement en allumant sa télé quoi. Moi j'avoue que je suis pas consommateur, j'ai pas d'Apple TV et je suis pas consommateur donc je me rends pas compte un peu de l'interface etc. Ouais. Je sais pas si t'as la réponse, mais Apple TV, est-ce qu'ils ont des sports, est-ce qu'ils ont des droits de sport en Europe? La MLS. C'est pas européen, c'est la MLS. Ah d'accord, oui. Donc tu m'as dit d'accord, en Europe, d'accord. Ouais. Est-ce qu'ils ont des championnats européens? Je ne crois pas. Parce qu'en fait, moi, la question que je me pose, c'est que c'est très bien pour les États-Unis, mais je pense qu'il y a aussi une si grosse différence de droits, de consommation aussi, entre l'Europe et les États-Unis, qui fait que je pense que ça va être difficile pour Apple de récupérer les droits en Formule 1. Regarde rien que la F1 TV. La F1 TV avait littéralement lancé sa propre plateforme de diffusion, qui était la sienne, et Canal a dit stop. Ouais. Ce que je ne trouve, moi je suis croix-bois quand même. Moi je suis contre ça. Je trouve ça dommage. En mode, c'est pour ça que à l'inverse, je suis pas trop inquiet pour Canal. Je pense que les lois européennes, les droits, c'est quelque chose de ultra sensible où moi je m'y connais pas assez. Même si voilà. Mais c'est ultra sensible, c'est ultra compliqué. Apple TV, je pense que c'est une bonne chose. Pour moi, à partir du moment où tu as des programmes qui sont vraiment dédiés à la Formule 1 comme la F1 TV l'est, pour moi, le Prime F1 TV, c'était genre il y a 2 ans où tu avais des analyses, tu avais les anciennes courses, tu avais les sessions, les post-shows, les pré-shows, c'était trop bien. Là, aujourd'hui, Canal, je trouve, fait du bon travail. Je pense que comme tu dis aussi pour quelqu'un de peu importe l'âge mais 45 ans par exemple c'est plus simple de lancer Canal et de tomber sur Julien Febvre que de lancer une Apple TV, aller sur l'app F1, chercher la session etc. Je vois pas mon père faire ça tu vois. C'est la parfaite analyse.
Donc, je suis d'accord avec ce principe-là. Cependant, je pense que je reste un petit peu pessimiste vis-à-vis de Canal parce que Apple TV va dans le sens de la F1 comme je le disais et la F1 va dans le sens de vouloir d'aller s'installer sur des OTT. L'offre d'Apple TV, c'est aussi une offre d'où va le sport justement. Regardez avec Amazon. Amazon a récupéré 66 matchs de NBA à partir de cette saison. Bein Sport avait l'exclusivité. Maintenant, Amazon les a récupérés. C'est sur Prime Video du coup? Ouais, Prime Video. Pas en exclusivité, puisque c'est un partage avec Bein Sport, bien sûr. Il me semble que Amazon a également, d'ailleurs, justement, le Roland Garros, les Night Sessions, qui fonctionnent très bien sur Amazon. Ils avaient jusqu'à assez récemment, d'ailleurs, la Ligue 1. Ils avaient également... qu'est-ce qu'ils avaient d'autre? Ligue 1 Plus aussi a été lancé. Également, alors dans un cadre très spécifique, avec bien sûr la situation du football français. Netflix également a des événements sportifs et crée des événements sportifs également, comme là il y aura une compétition de tennis exhibition qui sera avec les meilleurs joueurs qu'on peut avoir aujourd'hui au tennis, avec Yannick Sinner, Carlos Alcaraz et tout. Moi, tu vois, en fait, le sport va dans cette direction. Je verrais plus la F1 sur Netflix que sur Apple TV par exemple en Europe. Tu vois, ça me paraît plus naturel, plus probable. Après, encore une fois, je pense que je m'y connais vraiment pas assez sur ce sujet de droit, mais j'ai l'impression que la F1 aux États-Unis surtout a un écosystème très à part de ce que nous on peut avoir en Europe, que ce soit sur la diffusion, sur la production, sur la consommation, sur la liberté de droit, truc tout con, mais quand je vois des créateurs anglophones mettre des images sur tout leur TikTok, etc. Et nous, on n'a pas le droit. Enfin, parlons-en. Moi, je suis le mieux placé pour en parler. C'est illégal. Oui. C'est littéralement le terme illégal. Et pourtant, ça passe, tu vois, parce qu'on est sur une communauté anglophone. Différente, Et voilà, c'est différent comme tu dis. À la différence aussi, ça revient par rapport à ce que je disais et ça contredit même ce que je disais, à savoir que Canal+, MyCanal, l'application MyCanal est aussi une plateforme OTT avec l'accueil notamment de contenu de Apple TV, les séries et les films. Donc à mon sens, je pense que si un jour la F1 veut aller en Europe et particulièrement en France avec Apple TV, tu auras quand même un lien avec Canal+ qui pourra accueillir également la Formule 1. Maintenant, c'est comment elle serait, comment elle serait diffusée maintenant. Est-ce que ce serait un contenu by Canal+? Encore une fois, c'est pour l'avenir, c'est un débat. Est-ce que c'est un contenu by Canal+ avec on garde toute la rédaction avec notamment Julien Firbeau qui commente, ou est-ce que ce sera vraiment rédaction Apple TV Formula 1 France qui sera riposte derrière sur Canal+. Jusqu'à quand là avec Apple TV? C'est un contrat de 5 ans. Donc à partir de 2026. Donc 31. 31. Ok. 750 millions de dollars. Honnête. Ouais. Mon compte en banque. Alors qu'en France, il me semble que le contrat, il est pas... Je crois que c'est 80 millions. Ouais, tu vois, pour te dire. Canal met 80 millions. T'imagines, Apple TV, ils arrivent 1 milliard. Ouais. Et la F1, ils sont pas là pour faire de la charité. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais. Dans les autres actualités, il y a Horner. Oh non, mais je parle sur la table. Non, je vais pas parler de Horner chez Ferrari. Non, j'aime bien. Je vais pas parler de Horner chez Ferrari, je vais vous trouver justement l'article de ça en question. Parce que, en fait, pour ceux qui n'avaient pas vu, alors je meuble, je vous cache pas. Si tu veux, moi je peux parler de Horner chez Ferrari, j'y crois pas une seule seconde. Moi non plus, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que c'est. Tiens, je suis avec la bonne personne pour en parler. Tu te souviens à Monaco quand les journalistes italiens nous avaient dit Vasseur va sauter, vous inquiétez pas. Et résultat, il a été prolongé. Oui. Donc quand je vois la Gazzetta ressortir des articles sur Horner chez Ferrari, bon. J'ai du mal à y croire. Moi, il y a beaucoup de malveillance vis-à-vis de ça. J'ai l'impression je pars sur de la malveillance extrême. Il y a une volonté, entre guillemets, de vouloir faire parler, de vouloir déstabiliser la direction de Ferrari. Et c'est pas bien. Mais là, par contre, il est pas en Ferrari, donc dis-moi tout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est un article du Times, qui n'est pas non plus qui est quand même un média très très réputé, qui a toujours d'excellentes sources, notamment sur la question des affaires et même politiques. Eh bien, Horner, depuis son départ en juillet, son nom revient à chaque week-end entre rumeurs et spéculations. On parlait justement de Ferrari, on n'y croit pas. Mais selon le Sunday Times, plusieurs investisseurs internationaux ont approché Christian Horner. Il disposerait désormais des fonds nécessaires pour racheter jusqu'à 100% une écurie de Formule 1,
hors Big Four, bien sûr, avec Red Bull, Ferrari, Mercedes et McLaren. En clair, il pourrait viser une équipe de milieu de grille estimée à 1,5 à 2 milliards de livres sterling. À savoir que, petite info, il y a quelques semaines, Racing Bulls, Red Bull a refusé une offre provenant de Chine, si je ne me trompe pas, pour un rachat de Racing Bulls. Donc bon, ils veulent vraiment pas vendre. Ils ont trouvé donc un business model très intéressant. Ce qui est pas plus mal. Certaines rumeurs d'ailleurs pour Horner évoquent un intérêt pour Aston Martin pour la création d'une 12e écurie indépendante dirigée par Horner. Le Garden Leave de Horner, c'est jusqu'en avril 2026, donc impossible qu'ils reviennent avant. Donc ce serait objectif 2027-2028. À savoir que la FIA est ouverte à l'idée d'avoir une 12e écurie en Formule 1 au-delà de la 11e. Cependant, je vous cache pas qu'au Grand Prix de Monaco, une 11e écurie c'est déjà compliqué, alors en mettre une 12e... Et des circuits 12 c'est compliqué. Pas sûr, hein. Après, dans le cahier des charges de la Formule 1, faut savoir que c'est 12... Normalement, c'est censé être 12 capable d'accueillir 12. Mais certains, ça me paraît difficile quand même. Hein. Bah après, à l'époque, il y avait 12 écuries. C'est vrai. Si on peut appeler ça des écuries. Mais oui, elles venaient un week-end sur 3. Donc voilà. Mais bref, Horner qui... Encore une fois, si ces informations sortent, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pousse pour qu'elles sortent. Et à savoir Horner. Pour moi, Horner, il veut vraiment revenir à tout prix, quoi. Moi, je pense qu'il reviendra à un moment. Dans quel rôle, je sais pas. Racheter une équipe, pourquoi pas. J'avoue que là, actuellement, j'ai du mal à voir quelle équipe il pourrait racheter. Sauber se ferait racheter par Audi. Surtout que Cadillac. C'est bien d'avoir l'argent, mais tout le monde dit non. Ah ouais, et puis t'as la... désolé, hein, Horner, certes, il a gagné des titres, mais t'as la réputation qui va avec, quoi. Aussi, ouais. Donc... ça me paraîtrait pas déconnant qu'il débarque en tant qu'investisseur, conseiller ou même peut-être team principal dans quelques années. Maintenant, en fait, c'est la question, c'est vraiment chez qui, quoi. Qui va prendre Horner? C'est que tu crées ta nouvelle équipe. Ouais, mais alors créer une équipe. T'inviteras Alain Prost ici, t'en parleras, mais créer une équipe, c'est pas facile, surtout aujourd'hui. Surtout parce que Cadillac qui arrive en Formule 1, c'est sur la base d'Andretti, pour remettre dans le contexte, mais il y a donc Cadillac General Motors dans le sport auto, c'est un groupe monstrueux automobile qui a les moyens d'investir et qui avait déjà beaucoup d'infrastructures également sport auto. C'est pas un au fin fond de l'Angleterre avec 3 chevaux, quoi. Donc exactement, donc il y a ça aussi. Mais ouais, donc Horner qui veut potentiellement revenir en F1 parce que moi j'estime qu'il veut là clairement quasiment à tout prix. Ça se comprend après. Il doit se faire chier à la maison là. Hein. Surtout après il a eu quand même un bon chèque. Hein. Putain, le chèque qu'il a pris. Il a un bon chèque parce que pour remettre dans le contexte, Horner était CEO non pas seulement de Red Bull Racing mais de 6 sociétés de l'entité Red Bull. Donc je vais pas tous vous les citer, mais il y a du Red Bull Racing donc Red Bull Amstel Technologies, Red Bull de Powertrain, Red Bull Powertrain 2026. C'est ça. Bon, il y a beaucoup d'entités qui j'ai cru que c'était des sociétés écran au bout d'un moment, mais il était payé à chaque fois pour annuellement, enfin en termes de mois par mois. Patron, quoi, c'était ses boîtes. Hein, donc c'était ses boîtes, il était CEO, et donc chaque entité lui versait un salaire. Donc quand il a fallu rompre le contrat de Horner, c'est comme si tu verrais 6 patrons, quoi. En gros. Tu verrais 6 patrons, donc fallait payer. Donc ils ont eu un accord, je crois, aux alentours de 80 millions de livres sterling. Ça devait être 2 ou 3 fois plus de base. T'imagines. Donc ce qui est fou, c'est que même si il a eu un bon chèque pour partir, il veut quand même revenir et continuer les affaires. Mais en même temps, il est dans le paddock Formule 1 régulièrement depuis 2005. Comment tu veux arrêter du jour au lendemain? Ça. Je pense que pour lui, pour un mec comme lui, c'est une drogue. Tu peux pas, surtout qu'il a toujours plus ou moins goûté au succès, au podium et à ce truc de courir après les trophées. Je pense que tu peux pas d'un seul coup, après 20 ans de sport auto, de Formule 1 et de paddock, tu ne peux pas juste accepter d'être sur le canapé avec ta femme et tes enfants. C'est sympa 5 minutes, mais t'as ce truc dans le sang, quoi. En fait, au-delà d'être un team principal, Horner surtout c'est un entrepreneur. C'est un mec qui gère des boîtes, c'est un mec qui investit, c'est un mec qui monte justement des empires financiers. C'est ce qui lui a coûté sa place aujourd'hui du côté de Red Bull aussi. C'est ce qui lui a coûté sa place. Donc le mec ne peut pas juste rester chez lui et attendre et avoir 1 milliard dans la pocket, tu vois. Bien sûr. Donc ouais. Et la dernière news, c'est Citroën. Citroën qui a donc... Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, vive la France. C'est Citroën donc qui a dévoilé sa nouvelle livrée. Dis-moi que t'as une photo de la livrée. J'ai une photo de la livrée qui est là, j'ai même mieux, j'ai une vidéo. Citroën qui revient en Formule I.
Qui revient pas du tout. Enfin, qui revient, donc qui arrive en Formule E, qui a racheté, on va voir si j'ai bien suivi. Ils ont repris Maserati. Exactement. Parce que Maserati appartient donc au groupe Stellantis. Et effectivement, donc oui, Citroën débarque en Formule E, ça a été annoncé il y a un mois ou deux. Et hier soir, et j'y étais du coup, reveal de la voiture et de la présentation de l'écurie dans la globalité. Et c'est vrai que on a quand même une voiture, une histoire de Citroën particulièrement en rallye et dans WTCC également. La transition également. Attends, tu peux la remettre. Oh, j'ai adoré. Non, alors là, le monteur s'est régalé. Merci. La prime pour le monteur. Ah ouais, non, attends, le switch quand elle retombe. Pas. Ah non, j'adore. Non, je suis conquis. Voilà, l'histoire avec Sébastien Loeb notamment et au Dakar. Et donc le line-up sera Jean-Éric Vergne et Nick Cassidy, grand pilote de Formule E et dans le sport auto également. Nick Cassidy qui a longtemps été du côté du Japon en Formule 3 et en Super Formule E également. Nick Cassidy qui aura un double programme d'ailleurs en néo-zélandais, qui est à l'époque chez Jaguar, chez Peugeot en WEC et chez Citroën en Formula I. Mais ça va être hyper intéressant. Donc vous le voyez, la voiture en bleu, blanc, rouge pour ceux qui sont sur YouTube. L'arrivée de Citroën en Formula I, qu'est-ce que t'en penses toi à peu près? Moi, alors j'avoue que je suis pas aussi bien calé que toi sur le championnat. Je regarde pas les courses à la télé, je regarde les extraits sur les réseaux. Ça reste une bonne chose d'avoir quand même un constructeur français en Formule I. La Formule I, ça n'a beau pas être un sport populaire, ça reste quand même de l'électrique, ça reste quand même intéressant, je pense, pour beaucoup de constructeurs. Oui. C'est, je pense, toujours le championnat où on a le plus de constructeurs, j'imagine. Il y a Jaguar, Citroën, McLaren n'est plus là, Jaguar, Citroën, Nissan, Mahindra, DS également. Ça reste quand même un championnat intéressant du coup pour les constructeurs. Ah oui, pour les constructeurs, ouais. Donc non, je pense que c'est cool pour Citroën de revenir. Cupra aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a Cupra. Maintenant, à voir ce que ça va donner. J'avoue que je sais pas trop. Parce qu'il débarque du coup avec une nouvelle équipe, on est d'accord. En fait, comment ça se passe le switch de Maserati Citroën? En fait, le but de Stellantis, et particulièrement sur la section Formula E, c'était d'avoir une équipe qui était 100% Stellantis. Parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, DS est impliqué avec Penske. Oui. Donc c'est un partenariat avec un autre groupe. C'est un naming. Un naming d'ailleurs, mais qui avec une implication de toute façon bien importante quand même de Penske. Donc là on a une écurie qui est 100% Stellantis, que n'avait pas effectivement justement Stellantis, parce qu'à l'époque Maserati c'était avec MSG qui avait racheté du coup la place à Venturi en Formula I. Donc c'était un partenariat qui était un petit peu qui était bon, mais qui n'était pas dans la volonté de Stellantis. Donc là maintenant, vu qu'ils avaient la licence, ils se sont dit alors on va prendre une écurie. Il y avait un débat, est-ce qu'on met Citroën ou est-ce qu'on met Opel? Citroën quand même. Citroën, nous on est fiers. Pour le sport automobile, je suis désolé. Je suis obligé de mettre Citroën. Mais et surtout que c'est la première fois que c'est le retour de Citroën officiellement en championnat du monde, puisque est-ce que WRC2 ils sont impliqués bien sûr en rallye. Cependant, est-ce que c'est aussi puissant qu'un championnat majeur comme le WRC tout court et la Formule 1? Donc voilà, donc c'est le retour de Citroën en championnat du monde majeur. J'ai bu que de l'eau. Oh le menteur! Non, si, j'ai bu que de l'eau. Moi je bois pas. Quel menteur! Mais ça c'est, mais en tout cas voilà, très bonne soirée, très bonne discussion avec Nick Cassidy, parce que Cassidy qui passe de Jaguar à Stellantis avec Peugeot et Citroën, le programme va être hyper intéressant pour lui, donc j'ai hâte pour lui. On peut s'attendre à voir Citroën gagner des courses l'année prochaine, tu penses? Moi je pense pas sur la saison prochaine, qui commence d'ailleurs au mois de décembre. Il y aura les essais de pré-saison. Au Brésil, les essais non? Non, les essais seront à Valence. Ok, mais le 27 octobre d'ailleurs. Excusez-moi, mais c'est la semaine prochaine. Voilà. Le lancement officiel de la saison sera le 6 décembre à Sao Paulo. Je vous invite déjà à prendre vos places pour le e-prix de Monaco que je commenterai. Voilà, petit flex, voilà, on se place, petit flex. sur le circuit. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être hyper intéressantes. Maintenant, à gagner pour Citroën l'année prochaine, enfin pour la saison prochaine, sincèrement, je ne pense pas. Ok. Même si il y a une grosse équipe et je crois qu'il y aura sans doute une très bonne voiture avec un powertrain DS. Enfin, je crois est-ce qu'il appelle DS ou Stellantis le powertrain, je ne sais pas. Je ne sais plus. Cependant, pour l'année suivante, parce que Citroën aussi s'implique pas pour la Gen 3 mais la Gen 4.
la Gen 3 Evo, mais pour la Gen 4, qui sera une monoplace qui va être extrêmement bien plus puissante que la Gen 3 Evo, qui est déjà bien puissante. On rappelle que la FE, à l'heure actuelle, est la monoplace la plus rapide en termes d'accélération de l'histoire de la FIA, de monoplace FIA. 1 seconde 86, je crois, pour du 0 à 100. C'est puissant. C'est l'avantage de l'électrique. Ouais. Ça fait peut-être pas de bruit, mais ça va très très vite. Donc ouais, on espère que ça va bien se passer quand même pour Citroën. C'est un bon move pour Jeff d'aller chez Citroën. Parce qu'il est quoi? Il est deux fois champion. Deux fois champion de Formule E, pas champion du monde, mais champion de FE. C'est pour ça que j'ai bien fait gaffe, t'as vu? Ouais. Et c'est un bon move. Moi, je pense que oui, okay. Parce que c'est le début d'un nouveau projet, c'est le début d'un nouveau challenge, et je pense que beaucoup de pilotes ont envie d'avoir un nouveau challenge dans leur carrière. Il a passé la majorité de sa carrière dans l'univers de son Stellantis. Donc, il était avec DS avant. Il était avec DS. Ouais. Je vous cache pas qu'il va juste déménager de bureau, puisque le contrat, ça reste le même. Ils utiliseront le même simulateur. Voilà, c'est d'ailleurs même Peugeot. Peugeot est basé également du côté de Versailles, dans le quartier de Satori. Donc voilà, c'est pas un gros changement de vie. Cependant, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est un changement de. C'est plus le même projet. Là, on est sur le début d'un projet et faire en sorte que Citroën gagne en Formule E. Donc, c'est un projet audacieux. Tu y crois ? Moi, j'y crois, oui. Je crois pas, peut-être pas que Vergne gagnera avec Citroën, mais par contre, à l'avenir, Citroën gagnera en Formule E. Okay. Peut-être par Nick Cassidy, qui, je pense, est plus jeune que Vergne. Vous me le direz en commentaire notamment, mais ouais, c'est move audacieux. Voilà. Tant mieux. Move audacieux. Vive la France. Vive la France, mesdames et messieurs. Livret bleu, blanc, rouge. Livret bleu, rouge. Et audacieux, peut-être qu'Alpine avait fait en 2021. C'est vrai, à l'époque, on avait une belle Alpine. Ouais. Et puis BWT, quoi. Puis voilà. BWT, moi j'aime bien. BWT, moi j'aime bien. Ouais, bah oui, il t'envoie des gourdes, c'est pratique. Ouais. Bah, plus maintenant. Plus maintenant. Bon, bah il est l'heure de parler de ce monsieur. Il est l'heure de parler de ce monsieur qui est là. Il est passé sur la presse. Voilà, ce monsieur qui est là, c'est l'heure de passer au débat en fait. C'est vrai qu'on s'est bien étendu quand même sur les actus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est cool, j'aime bien ce petit format. On papote entre potes. Moi je me suis dit, alors écoutez, je veux créer une émission, je veux qu'on parle entre potes, on va pas se prendre la tête non plus à créer des trucs comme ça. Trop compliqué. Le push to talk, c'est le débat tout simplement, le cœur même de l'émission, avec on va dire un peu provocateur, le titre. On va dire ça ainsi. Un peu provocateur. Bien sûr, c'est sur Max Verstappen. Vous l'avez compris, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo de toute façon. Max Verstappen s'est donc imposé pour la 5e fois de cette saison 2025 de Formule 1. 3 victoires en Grand Prix pour le Néerlandais qui affiche d'ailleurs une forme qu'on n'aurait jamais imaginée en début de saison d'ailleurs. C'est très récemment 3 victoires. Bon. 5e victoire de la saison, 3 victoires en l'espace de quelques Grands Prix, c'est quand même très très fort. Contre toute attente, et même pour lui, je pense, pour Verstappen probablement, Verstappen s'est clairement replacé dans la course au titre face à Lando Norris et Oscar Piastri. 2 pilotes McLaren qui, eux, subissent la volonté absolue de leur équipe d'imposer une équité totale entre les deux, quitte à gâcher cette bataille pour un premier sacre mondial, pour l'un des deux aussi, ce qui est aussi un petit peu, ce qui est très très dommage d'ailleurs pour eux, mais également pour l'image même de la Formule 1. Mais à ce petit jeu des Papaya Rules, Norris, Piastri et McLaren dans son ensemble semblent perdre, tandis que Verstappen impose sa pression autoritaire course après course. Finalement, est-ce que le karma n'a pas rattrapé McLaren? Et surtout pour le bien de la Formule 1, est-ce que Verstappen doit aller remporter ce 5e titre mondial? Tellement de plaisir à dire ça. Est-ce que le karma n'a pas rattrapé McLaren? Est-ce que ce n'est pas lui finalement qui mériterait le plus ce titre 2025, plus que Norris ou Piastri, ou plutôt McLaren même d'ailleurs dans ce titre pilote, malgré une voiture moins performante? Et on va commencer forcément par rapport à Max Verstappen, au retour de Verstappen. Est-ce que toi déjà tu t'attendais à un tel retour de Red Bull et de Verstappen cette saison? Je parle même avant même l'arrivée de Laurent Mekies. Non. En vrai non. Quand t'arrives en pleine tournée européenne, bon, Red Bull est très loin de McLaren. Tu peux difficilement s'attendre à ce que Max, et c'est lui qui le dit de façon en Hongrie. En Hongrie, il dit clairement, on n'est plus en position actuellement de gagner des grands prix. Ouais. Donc à partir du moment où lui le dit, t'es en mode bon bah FF, c'est dommage. C'est fini quoi. C'est tant pis. Et puis ouais, bon bah il y a l'arrivée de Laurent Mekies à Spa, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. Et puis après bah du coup t'as le summer break, ça revient à Zandvoort. Pour des raisons bien précises d'ailleurs. De Mekies du retour de Red Bull. Ah bah des raisons grâce au développement, la voiture performe mieux.
Et puis il y a aussi McLaren qui se tire dans les pattes. Voilà, il y a plein de petits faits. Donc là, par exemple, voilà, c'est les upgrades du plancher qui ont énormément aidé Red Bull et qui leur permettent aujourd'hui de, je pense, faire jeu égal avec McLaren. Je pense qu'actuellement, Red Bull a un avantage en qualif. Sur un tour, je pense que Red Bull va prendre beaucoup de pole position sur la fin de saison. Là où McLaren aura toujours cet avantage au niveau des pneus. Je ne comprends toujours pas comment Norris a passé 21 tours derrière à Charles moins Leclerc. d'une seconde de Leclerc, sans jamais avoir de surchauffe ou quoi que ce soit. Donc non, je m'y attendais pas. Maintenant, le fait que ça arrive me rend très heureux. Voilà. Ça rend très heureux. Alors pourquoi effectivement la RB21 retrouvait de la performance et Max a également forcément retrouvé de la confiance. Tout a commencé d'ailleurs à Zandvoort, nouvel aileron avant, voiture plus stable dans les virages longs. Il y a eu Monza avec donc, vous le voyez justement pour ceux qui sont sur YouTube, un nouveau fond plat, voiture plus basse, plus de grip et plus d'efficacité. Il y a eu des réglages aussi qui ont été amenés différents avec un aileron avant qui a été renforcé, donc meilleure inscription dans les virages serrés et sans perte derrière. À Bakou derrière également, c'était extrêmement important parce qu'avec les upgrades, il n'y a pas de virage rapide, un aileron arrière plus performant et donc Red Bull a été intouchable en ligne droite. Donc en résumé, on a eu un châssis optimisé, fond plat efficace, package aéro cohérent et Red Bull a d'ailleurs retrouvé son mojo tout comme Max Verstappen, ce qui amène forcément à la stratégie qui a été optimisée du côté de chez Red Bull avec l'arrivée d'un homme. Laurent Mekies. Laurent Mekies lui-même est plus dans le sens à dire c'est pas l'œuvre d'un seul homme, je suis d'accord, mais je pense que la sérénité a été retrouvée grâce à Laurent Mekies. Je pense que... Alors oui, je suis d'accord avec Laurent Mekies que c'est pas lui qui fait la différence, ça c'est sûr. Maintenant, je pense qu'il faut aussi quelqu'un, il faut un chef d'orchestre au sein de cette équipe, il faut quelqu'un pour canaliser, pour motiver et pour donner une éthique de travail, une façon de bosser. Et je pense que Laurent est la meilleure personne. Il arrive, entre guillemets, avec rien à perdre sur cette saison 2025. Ah bah clairement, oui. Ce sera plus compliqué par la suite, mais là, cette année, il arrive... Red Bull joue pas le titre, Max est en train de perdre des points. Bon bah la voiture s'améliore, les gars, venez on donne tout, course après course. Et c'est ce qui se passe et ça marche, tu vois. Donc c'est cool. Faut pas oublier que là tu parlais des upgrades depuis le Summer Break. Red Bull, je crois, faudrait que je retrouve, je suis pas sûr de ma stat. Confirmez dans les commentaires. Mais il me semble que Red Bull a ramené une amélioration à tous les grands prix depuis l'Autriche. Je crois que oui, c'est possible. Même minime. Même voilà. Minime, parce que les autres écuries ne font pas. Ferrari, par exemple, se concentre beaucoup sur 2026. C'est ça. McLaren aussi se concentre beaucoup sur 2026. Et on en parlait un petit peu juste avant sur la question de le focus trop important sur 2025 va dénoter par rapport à 2026. Va sûrement coûter cher. Et Laurent Mekies, ses stratégies, je pense que c'est une volonté de Verstappen plus particulièrement de se dire, écoutez les gars, là on a un coup énorme à faire pour 2025. On se focus sur 2025. Ouais, non, mais je pense quitte à sacrifier. C'était la mentalité de Red Bull de se dire bon bah voilà, on a encore une chance, rien n'est fini, et surtout avec Verstappen en fait. Je pense que tu mets n'importe quel autre pilote, t'as pas l'espoir, mais t'as Verstappen au volant, mec gagne au Japon, se bat à Miami avec les McLaren. Il a toujours été là en fait pour titiller les McLaren, et on le savait depuis le début de la saison. Si Max ne gagne pas cette année, c'est parce que la voiture ne lui permet pas. Mais clairement, oui. On savait tous que s'il avait ne serait-ce que 5% de performance de plus, il aurait été capable de faire la diff. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et même ses victoires au Japon ont été, pour moi, c'était un miracle aussi imposé. Alors c'est vrai que McLaren au Japon, en Grand Prix sur la course le dimanche, ont été désastreux parce que pour moi la stratégie, ils n'ont pas optimisé pour aller chercher Verstappen. Surtout que Verstappen, quoi. Voilà, et surtout le 2 contre 1 pour moi, c'est pas normal de pas avoir autant tenté. Et surtout, il y a un truc à prendre en compte avec Verstappen, c'est qu'il fait peur. Pour moi, Verstappen fait tellement peur à McLaren. Ils ont eu peur de Verstappen alors qu'ils avaient une voiture nettement plus dominatrice du côté du Japon avec cette victoire de Verstappen. Au point, ils ont eu peur de tenter. Et c'est ça, en fait, beaucoup ce que je reproche d'ailleurs à McLaren, dont on parlera après, même si on se focus sur Verstappen là maintenant. C'est que on a tellement peur de Verstappen qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas y aller. Et Red Bull, ils ont bien conscience de ça. Verstappen a tellement conscience de ça qu'on arrive à un retour de Verstappen alors que à Zandvoort, il avait 104 points de retard. Mec, t'es Norris ou Piastri là aujourd'hui. Mais là, tu te Verstappen fais dans les rétros, mais tu te chies dessus. Ah ouais, là c'est un enfer. Ouais. Déjà de base, quand tu te bats contre Verstappen pour un titre, c'est pas facile. Tu sais que le mec est vicieux, agressif, intelligent. Mais là, le pire, c'est que lui n'a rien à perdre. S'il doit te casser la suspension, il ira parce que lui, il s'en fout. Et toi, derrière, t'as en plus Piastri maintenant, ou l'inverse, t'as Norris qui peut te prendre des points. Le mec, c'est invivable pour les McLaren. C'est vraiment une grosse galère pour eux parce que là, ils se sont mis dans une situation où ils doivent se battre entre eux, mais tout en faisant attention au mec qui est derrière. Et là, cette situation, bah, tu t'es obligé de regarder des deux côtés.
Et tu peux pas prendre autant de risques que si c'était un simple duel entre Norris et Piastri. Les victoires depuis la trêve estivale, c'est 3 pour Verstappen, une seule pour McLaren. Les pole positions, tu en parlais justement avant, depuis la trêve estivale, c'est 3 pour Verstappen et une seule pour McLaren. Les podiums, c'est 5 pour Verstappen et 5 en cumulé d'ailleurs pour McLaren, donc Norris plus Piastri. Les points d'ailleurs, et ça c'est la stat qui pour moi est incroyable. Depuis la trêve estivale, Verstappen a marqué autant de points que les deux pilotes McLaren réunis. Moi, j'essaie de remettre un peu de contexte quand même sur cette stat. Bah, il y a eu les crashs de. T'as eu une casse moteur de Norris, ça fait moins 18. T'as eu un crash de Piastri, ça fait moins. Bon, il était 8ème, mais voilà, ça fait des gros points de perdus. Norris, pareil, 6ème à Bakou. Singapour, Russell gagne out of nowhere, mais Verstappen est devant. Et puis là, Austin, ils perdent 7 et 6 points, donc 13 points aussi. Donc, faut pas non plus minimiser. Oui, non, bien sûr, il y a un contexte. Ce qui se passe en ce moment. Mais ça reste très puissant, surtout que le retour d'ailleurs en chiffres pour vous dire, Zandvoort il avait 104 points de retard, Monza il avait 94 points de retard sur Oscar Piastri, Bakou plus que 69 points de retard au sortir de Bakou, Singapour 63 points de retard, et au sortir d'Austin il a plus que 40 points de retard maintenant aujourd'hui. C'est 64 points repris d'ailleurs en l'espace de 4 Grands Prix pour Max Verstappen. Il reste 5 Grands Prix et 2 sprints, donc forcément tout est encore possible. Mais surtout on a un sentiment par rapport à Verstappen, c'est qu'on a l'impression de retrouver une certaine saveur de 2023 avec notamment sur ce Grand Prix des États-Unis, parce que tu voyais il était tout seul devant, il était intouchable, et que même d'ailleurs si Norris avait réussi à passer, je pense, Leclerc, Norris n'aurait pas du tout pu aller chercher Verstappen. Je pense que Norris aurait pu tenir Max s'il était resté deuxième au premier virage, et que sur le premier stint du coup il aurait pu jouer le DRS, etc. Parce qu'en termes de chrono, Norris Verstappen c'était kiff. Après, encore une fois, Norris a passé sa course derrière Leclerc, donc il a usé ses pneus, il était pas à fond. Verstappen était premier, donc pas à fond non plus, donc t'as pas vraiment l'info. Moi, ce qui me passionne dans cette histoire, en fait, c'est que à Zandvoort, quand Norris casse son moteur, je suis en mode, bon, au moins il a cassé son moteur, au moins il aura plus de mauvais résultats. Puis là, Piastri sort à Bakou, tu fais, bon, il s'est crash, voilà, c'est son mauvais résultat, il n'y en aura plus. Puis là, t'arrives à Singapour, ils se remettent dehors, ils sont derrière Verstappen, tu fais, bon, ils repèrent des points, mais. Et là, t'arrives à Austin et ils se remettent dehors, tu vois. Il y a vraiment ce truc de. Normalement, dans un championnat, quand tu joues le titre, t'as 2 courses ratées. Ça a un accrochage, une casse moteur, ça arrive. Là, les mecs, depuis 2 mois, week-end après week-end, ils perdent des points. Il se passe quelque chose, tu vois. Alors que chez Verstappen. Que du kiff. Il y a pas de pression. Le mec est là, il enchaîne pole victoire. Ça se tape des barres. Et je pense que là, Max est dans une position qui est idéale pour lui. Ouais, mais au-delà de ça, je pense qu'il prend un plaisir monstrueux. Ah bah là. Je pense que c'est vraiment un kiff pour lui d'être dans cette position, de voir les deux se taper dessus et d'être derrière en mode j'arrive. Et surtout qu'il y a sur cette même question-là, il faut quand même se souvenir qu'il avait dit avant la trêve estivale, ou peut-être au retour de la trêve estivale, qu'il ne pensait plus gagner de course de la saison. En Hongrie, donc c'était avant la trêve estivale. Au moment, juste avant la trêve estivale, il dit ça. Tu te dis, bon. Et depuis, c'est là où il a enchaîné toutes les victoires, parce qu'il y a eu Spa entre temps où je crois qu'il gagne la sprint face à Piastri, je crois. Et après, retour d'estival. Ce qui est très drôle avec Verstappen, c'est que c'est le premier à dire qu'il aime pas les courses sprint. Par contre, là, il était content d'avoir une course sprint ce week-end. Là, il a mis un 8-0 dans la tête de Norris et Piastri. Donc là, il doit vraiment redemander des courses sprint. Il restera 2 week-ends de courses sprint d'ailleurs jusqu'à la fin de la saison. Il y en aura. Il y a le Qatar, Sao Paulo et Qatar, donc 2 circuits un circuit, le Brésil, que aime particulièrement Verstappen parce qu'il est très très fort là-bas, avec une masterclass en victoire en 2024, qui assomme d'ailleurs Lando Norris qui avait été très mauvais sur ce week-end de Grand Prix avec la pluie. D'ailleurs, des records possibles pour Verstappen. S'il devient champion cette saison, il deviendra le premier pilote depuis Schumacher à remporter 5 titres consécutifs. Il battrait d'ailleurs son propre record du plus grand déficit de points comblé pour aller chercher un titre. Je crois qu'en 2022, il va chercher Leclerc alors qu'il avait quasiment 50 points d'avance. Mais c'est pas le même contexte, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, il serait le premier pilote à remporter 5 championnats avant ses 30 ans, puisque Schumacher n'avait pas fait ça. Schumacher n'avait pas fait ça. Est-ce que... Et moi, c'est une question par rapport à Verstappen. Moi, j'ai mon avis dessus. J'attends que tu donnes ton avis. Si Verstappen est champion cette année, est-ce que ce serait le plus beau titre de l'histoire de la Formule 1 ? Pour moi, oui. Moi, j'ai eu le débat sur les réseaux sociaux, mais pour moi, oui, en fait,
il y a un tel storytelling. Alors, certains vont le comparer à 2007 parce que Raikkonen, le titre en 2007, on dit pas que c'est le plus beau titre de l'histoire. C'est presque un braquage, honnêtement. Ouais. Mais le storytelling fait que il gagne déjà 2024 avec une voiture amoindrie sur le dernier tiers de la saison, où la McLaren est meilleure. Cette année, on arrive sur une saison où McLaren domine très clairement. Ouais. Il est bon de rappeler que McLaren a le double de points comparé à Red Bull, Mercedes ou quoi. Et on n'y croyait plus. En fait, c'est ce truc de on n'y croyait plus. La remontada revient petit à petit. Il y a un truc aussi, je trouve qu'il ne faut pas négliger, c'est que Verstappen prend aussi en fanbase. Ah oui, il y a clairement. plein de gens qui ne sont pas fans de Verstappen qui veulent voir Verstappen gagner. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, et moi, notamment en 2021, moi j'étais plus pour Lewis Hamilton, Bien sans sûr. manquer de respect à Max Verstappen, très loin de là. J'étais plus dans le fait que moi j'ai un storytelling vis-à-vis de Lewis Hamilton, vis-à-vis de comment il a gagné en 2008 et comment il m'a fait aimer la Formule 1 pour ensuite avoir la volonté de bosser dans cet univers-là. Mais aujourd'hui, quand je vois Verstappen, ce qu'il fait, et d'ailleurs ce qu'il fait même pour la Formule 1 avec ses déclarations et son envie d'être un peu plus dans la volonté d'être plus proche du racing et non du tout l'univers qu'il y a autour qui peut le polluer d'une certaine manière à son estime, avec le surplus de courses sprint et ainsi de suite. Et la manière dont il produit ses efforts avec le retour qu'on a eu en fin 2024, le fait qu'il ait produit un tel effort en fin 2024, là aujourd'hui cette saison, il est tellement fort, on voit que c'est le meilleur pilote du monde. T'as envie que le meilleur pilote du monde gagne quand de l'autre côté t'as McLaren qui fait du papaya rules, une équité qui ne devrait même pas exister d'ailleurs, un jeu d'équité qui ne devrait même pas exister. Bah ouais, tu deviens fan de Verstappen et t'es surtout admiratif de Verstappen, clairement quoi. Ouais, c'est ce truc de là, Verstappen, c'est un peu le gentil méchant. Ouais. C'est le petit fouteur de merde, était en mode ah, ça c'est marrant, ça c'est drôle de voir un mec venir foutre la merde dans les derniers Grands Prix. Moi avec Max, j'ai eu un live il y a pas longtemps et un abonné m'a fait une remarque qui est très intéressante, je trouve. C'est qu'en fait, avec Piastri et Norris, si l'un des deux gagne le titre, il sera dans tous les cas moins méritant qu'un Verstappen ou même un Russell. Et en fait, c'est ça qui est un peu dur aujourd'hui, c'est que certains vont dire qu'un Piastri ou un Norris ou même McLaren ne méritent pas ou n'ont pas le calibre d'un champion du monde, sur quoi je suis pas forcément d'accord. Mais quand tu passes après des Hamilton qui gagnent 6 titres en 7 ans, tu passes derrière un Verstappen qui gagne 19 courses en 23 Grands Prix, et que tu arrives et que tu as des papaya rules, et que t'as des mecs qui font 2-3 boulettes par-ci par-là avec des pit stops à 4 secondes 5, forcément t'es en mode genre ça va être champion. Tu vois, c'est dur derrière. En fait, Verstappen et Hamilton ont mis la barre tellement haute par rapport à ce qu'un champion du monde devrait être que aujourd'hui, comme tu dis, les gens ont envie de voir gagner Verstappen parce que Verstappen aujourd'hui est le meilleur pilote sur la grille. Et surtout que ça permet de faire la transition sur McLaren et tout ce que l'on peut entendre justement par rapport à McLaren. On vivait une saison parfaite, hein. Jusqu'à il y a très récemment, européenne, c'était du jusqu'à la trêve estivale. Franchement, mais depuis le Grand Prix des Pays-Bas, l'écurie multiplie les erreurs. Elle n'a gagné qu'une seule fois pendant que Verstappen a remporté 3 Grands Prix. Zandvoort, Piastri, c'est la 7ème victoire. Il y a un abandon pour Lando Norris. On nous pensait même que le titre pouvait déjà être joué d'ailleurs pour Oscar Piastri. À Zandvoort, on était tous en mode Piastri est champion. Ouais. Là aujourd'hui on est tous en mode Piastri va peut-être finir 3ème donc Et puis après tout ça il y a tout qui s'est écroulé. Il y a eu des erreurs, des collisions en interne, arrêts ratés, les papaya rules forcément avec l'équité qu'il y a pu y avoir avec l'épisode du Grand Prix d'Italie à Monza avec l'arrêt raté de Norris, et Piastri a dû en payer les pots cassés, s'exécuter aux papaya rules pour relaisser passer Lando Norris. Il y a l'accrochage aussi qu'il y a pu y avoir, hein, bien sûr, du côté du Grand Prix de Singapour, qui a été le seul élément très intéressant de ce Grand Prix d'ailleurs pendant GP Explorer. J'ai pas regardé le Grand Prix. C'est le seul Grand Prix que j'ai pas regardé depuis très longtemps d'ailleurs. J'ai vu un replay, mais putain, j'ai regretté de l'avoir revu. Ouais. Bref, c'est juste, ça permet si on se concentre sur Piastri, même d'ailleurs individuellement, il vit quand même une période compliquée. Il subit même d'ailleurs une période compliquée. Est-ce qu'il gère mal la pression d'un leader du championnat en fin de saison? Je réinsiste sur le fait que c'est sa 3ème saison seulement en Formule 1. Moi, je pense pas que ce soit la pression d'être leader du championnat aujourd'hui qui lui fait un peu douter ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste les fins de saison. Première année avait été compliquée, il était rookie, pas de souci. Deuxième année, ok, Norris était en train de se battre, donc fallait aider Norris, pas de souci. Moi, depuis le début de l'année, je l'ai dit, attention, Oscar sur les fins de saison, c'est toujours un poil en dessous de son coéquipier. Ouais. Et là, ça se reproduit une 3e fois. Va falloir voir un petit peu sur certains circuits où je pense qu'il sera meilleur que Norris. Je pense au Qatar où il a toujours été très bon par exemple. Donc à voir, mais oui, là la fin de saison elle est plus que compliquée. Puis c'est surtout en fait que s'il y avait que Norris, ce serait une bataille interne.
Là maintenant il y a l'aspect Verstappen. Il y a le meilleur pilote du monde qui te chasse. Donc Et donc du coup en fait tu ne peux pas te battre ton coéquipier parce qu'en même temps ton coéquipier peut te servir pour battre Verstappen. Ouais. Donc tu dois jouer sur 2 tableaux et c'est très compliqué je pense pour Piastri. De toute façon pour moi McLaren la fin de saison a été ruinée à partir de Monza. Ouais. La décision qui a été prise à Monza, vous avez beau être d'accord ou pas d'accord, pour moi ça reste une erreur fondamentale et ça reste en fait un élément qui va perturber l'équilibre des 2 pilotes. Parce que forcément, il y en a un qui va se sentir redevant, il y en a un qui va vouloir que l'équipe l'aide aussi. Ça va mettre un truc de ouais, bah on a fait ça à Monza, tu vois, le cas par exemple à Singapour. Bien sûr. On était en mode bah ouais, mais à Norris on l'a aidé et là on n'aide pas Piastri. Et en fait, en faisant ça, McLaren a instauré une sorte de fausse justice qui n'a pas lieu d'être en Formule 1. Et là, aujourd'hui, elle en paye les pots cassés. La décla qu'on a vue avant le tournage de Stella. Dis-la. La déclaration d'Andrea Stella qui dit littéralement si les pilotes, si Lando et Oscar veulent gagner le titre, il va tout simplement falloir faire meilleur. Et ça m'énerve. Ça m'énerve cette décla parce que c'est pas de leur faute si ils sont bridés. Non, mais il a pas tort peut-être sur un certain point, allez, sur un certain degré. Mais si aujourd'hui les 2 pilotes McLaren sont ainsi, c'est parce qu'ils sont bridés. À chaque fois, ils sont bridés. À chaque fois qu'ils doivent s'attaquer peut-être à un moment donné, on leur dit non, on arrête. Je prends l'exemple de l'Autriche. Alors c'est vrai qu'Oscar Piastri avait fait une attaque un petit peu kamikaze sur Lando Norris. Je sais pas si tu te souviens à un moment. Bon, il s'est loupé. Derrière, on lui fait non, t'arrêtes maintenant. Au bout d'un moment, non, t'es pilote. Je comprends l'idée de McLaren de vouloir protéger ses résultats, bien sûr, mais on parle d'un gars qui veut aller chercher un titre mondial. On parle de 2 gars qui veulent aller chercher leur premier titre mondial. Moi, ce qui m'énerve avec cette équité et ce papaya rules, c'est qu'on est en train de dénaturer un championnat. C'est pas vouloir de la toxicité, c'est vouloir justement une certaine justice pour les 2 pilotes. Ils sont 2 pilotes McLaren, ils sont jusqu'à très récemment, ils avaient la meilleure voiture comparée à Red Bull et Verstappen plus particulièrement. Sauf que maintenant, cette situation, elle est terminée et que maintenant, il faut trouver... ils veulent trouver une solution pour avoir les meilleurs moyens pour aller gagner. Et ils veulent se la jouer individuelle. Je pense que maintenant, le titre constructeur de McLaren, il est joué. Tout le monde l'a oublié d'ailleurs, mais McLaren est champion du monde constructeur. En vrai, Singapour, on a plus parlé de l'accrochage des 2 que du titre constructeur. En plus, Piastri faisait la tête à juste titre à cause de l'accrochage et de la non-équité justement qui est passée par là. En fait, c'est tout mélangé du fait que aujourd'hui, Piastri ou Norris, les 2 méritent d'être champion du monde et ils ont le talent pour devenir champion du monde, quoi qu'on dise d'ailleurs sur les Norris dont on va parler après. Mais le hating sur Norris, je pense qu'il n'a pas lieu d'être parce que pour le coup, c'est un pilote qui mérite d'être champion du monde par rapport à ce qu'il a montré cette saison et notamment à la manière dont il s'est exécuté contre Max Verstappen l'an dernier où c'était des batailles quand même qui ont été intenses et c'était difficile pour lui de s'activer en fin de saison dans cette mentalité de devenir champion du monde alors qu'en début de saison il n'était pas prévu pour ça en fait finalement. Et on arrive aujourd'hui en 2025 à cette bataille pour le titre entre Norris, Piastri et Verstappen qui arrive maintenant. Mais si Norris ou Piastri deviennent champions du monde, ça va être des champions du monde yaourt nature sans saveur. Oui. Ça va être sans saveur et non pas par leur faute mais par la faute de McLaren qui a créé une absolue fausse équité qui gâche cette bataille pour le titre. Et en fait les 2 ils vont être champions du monde. L'un des 2 va être champion du monde et on va se dire super, bravo pour ton titre. Mais quand tu passes, comme tu l'as dit, après le titre d'Hamilton, après le titre de Verstappen en 2021, après des titres de Ayrton Senna qui ont bataillé fort pour aller chercher leurs titres mondiaux, qui ont fait des exploits sportifs, qui ont fait des exploits qui ont marqué l'histoire de la Formule 1, est-ce qu'on va me dire que là le titre de Norris ou le titre de Piastri, ça va marquer l'histoire de la Formule 1 ? Non, pourquoi ? À cause de McLaren. Après, si tu te mets dans la position de McLaren, c'était pas non plus c'est pas déconnant en fait les papaya rules par principe. C'est une sorte de respect entre coéquipiers, on veut un fair play, pas de souci. Maintenant pour moi le titre constructeur est plié. Donc à partir de maintenant c'est chacun sa pomme. Si on vous donne le même matériel, ne soyez pas cons, ne nous brisez pas les voitures, mais faites ce que vous voulez. Le problème c'est que derrière maintenant t'as Verstappen, donc tu peux plus faire ce que tu veux. Et voilà ce que j'allais dire. Le problème c'est que maintenant en fait à partir du moment où tu pourrais dire les 2 pilotes vont se taper dessus, non ils vont devoir taper sur un autre mec qui est un peu plus fort. Et donc du coup ils peuvent pas se taper dessus. C'est pour ça que là on arrive dans une situation ultra intéressante. Piastri ne peut pas la mettre à l'envers à Norris. Non. Norris ne peut pas la mettre à l'envers à Piastri. Et tu arrives à une situation où Norris, le Grand Prix des États-Unis contre Leclerc, une prudence. Ah ben oui, du coup une prudence, mais c'est Leclerc il est P5 au championnat à 125 points ou plus. Genre tu tentes un dive bomb, Leclerc ferme un peu la porte, hop tu perds 18 points, c'est foutu. Voilà. Donc c'est très compliqué et là j'ai hâte parce que pour l'instant on l'a pas vraiment eu, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai hâte des premiers duels Piastri Verstappen ou Norris Verstappen.
Parce qu'on va voir des mecs apeurés, à juste titre, c'est totalement normal parce qu'ils ont plus à perdre que Max. Mais je pense qu'on va avoir 2 pilotes très précautionneux. J'adore la photo. La photo qui va arriver, attention, pour ceux qui sont sur YouTube. On va avoir 2 pilotes très précautionneux qui vont prendre aucun risque. Et en parlant de risque, là pour moi c'était typiquement un risque inutile. Ouais, enfin c'est aussi se laisser de l'espace. Alors après c'est vrai qu'il y a eu la circonstance avec Nico Hülkenberg, Alonso aussi qui a été pris dedans et tout. Mais pour moi, ça reste un risque inutile sur une sprint d'être aussi agressif entre 2 coéquipiers. Alors, d'un côté, c'est culotté de ma part parce que je reproche à McLaren et aux pilotes de pas être agressifs depuis le début de la saison. Mais là, littéralement, c'était vraiment l'endroit où il fallait pas être agressif, quoi. D'ailleurs, sur Lando Norris, alors qu'il a été pris dans cet accrochage au premier virage à Austin, Norris revient fort aussi, hein. Alors Verstappen revient fort, mais Norris revient fort maintenant. Il est seulement à 14 points de retard sur Piastri. Il y a moins de pression. Il y a de la constance quand même pour Norris, avec 2 podiums sur les 3 derniers Grands Prix. Piastri, lui, aucun, factuellement. Là, Piastri, c'est une série noire. Là, c'est une vraie série noire. Et à ce stade, est-ce que Norris n'est pas finalement le vrai favori pour le titre ? Techniquement... Moi, je pense que oui. Depuis le début de la saison, je pense que Norris va gagner le titre. Ok. J'aimerais que Verstappen remporte le titre, mais je pense que c'est Norris qui ira le chercher. La dynamique, l'expérience aussi sur les fins de saison, tu parlais de Piastri, mais Norris aussi, il a l'expérience d'être en Formule 1 depuis 2018 ou 2019. Ça joue beaucoup, et cette expérience aussi de bataille contre Verstappen l'an dernier fait que il a peut-être plus de billes, plus une meilleure gestion par rapport à cette situation. Et de ce fait, je pense que c'est Norris qui est vraiment dans la meilleure dynamique possible et dans le meilleur endroit possible pour aller chercher le titre. 14 points sur Piastri, c'est rien. Sachant que parfois il manque par contre de concrétisation. Je prends l'exemple de l'Azerbaïdjan. Piastri est dans le mur, faut terminer plus haut. En fait, c'est ça qui m'inquiète un peu, et c'est pareil pour moi sur la course du quota où Norris doit faire mieux. Ouais. Norris fait mieux que Piastri, oui, mais Norris ne fait pas assez bien pour s'assurer d'être favori au championnat. On prend Grand Prix du Mexique tout bête, hein. J'ai hâte de voir le virage 1 parce que je la vois déjà, je ferme les yeux et je vois déjà le Verstappen, Piastri, Norris arriver au virage 1. Donc faut faire gaffe sur ces Grands Prix. Avec un crash comme Perez qu'il a eu l'an dernier d'ailleurs. Faut faire gaffe sur ces Grands Prix en fait parce que je pense que là le champion sera pas forcément celui qui fait la meilleure fin de saison, mais celui qui va survivre. Mais celui qui fera le moins d'erreurs. Drive to survive. Exactement. Et typiquement les McLaren, tu vois, j'ai été un peu surpris à Bakou et là encore ce week-end où en fait on était tous en mode il faut pas que McLaren abandonne. Ils perdent 25 points s'il y a un DNF. Bah sûr. Ouais, mais si sur 2 Grands Prix ils font P5 à chaque fois, ils perdent 20 points déjà. Ouais. Et j'ai l'impression que des P5 pour McLaren, ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense sur cette fin de saison. Quand tu vois Piastri qui fait une 6ème place en le qualification. Le rythme de Piastri au quota en course est désastreux. Ah oui. Donc qui est pas pourtant un circuit qui désavantage au plus possible McLaren. Aurait dû avantager même. Aurait dû avantager McLaren. Et la preuve, ça a bien marché avec Norris. Mais bon, on verra. Cette fin de saison, je pense qu'elle va être très mouvementée. Ouais. Et franchement, j'ai hâte. Autant cette saison ne me passionnait pas du tout. Là pour le coup, les 2 prochains mois me passionnent. Zach Brown, d'ailleurs, patron de McLaren Racing, nous avons 2 numéros 1 avec un soutien identique. Max a l'avantage d'être le leader clair de son équipe. On ne veut pas revivre 2007, quand Alonso et Hamilton ont tout perdu à cause de cette dualité. Et en 2007, effectivement, Kimi Räikkönen qui avait profité de ce duel pour être sacré. Une situation qui ressemble beaucoup à celle de 2025. Que veut éviter effectivement Zach Brown et McLaren. Cependant, à force de vouloir finalement éviter cela, ils sont en train d'avoir ce qu'ils ne voulaient pas. Ça reverse Après, en vrai, si on regarde sur les dernières courses, je trouve qu'on parle beaucoup des Papaya Rules. Là, au quota, il n'y a pas eu de Papaya Rules. Non. À Singapour, il n'y a pas eu de Papaya Rules. À Bakou, il n'y a pas eu de Papaya Rules. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui s'est craché. Ouais, mais du coup, McLaren perd quand même des points, Papaya Rules ou pas Papaya Rules. Oui, non, mais oui. Donc ouais, moi je pense qu'il faut aussi faut que McLaren aussi arrête de se mettre de la pression à se dire on veut pas revivre 2007, on veut pas vivre Hamilton Rosberg. Juste vivez l'instant, faites des podiums, gagnez des courses et ça vous suffira largement. Il n'y a pas besoin de vivre dans le passé, vous avez 2 pilotes différents de l'époque, il n'y a aucun des deux entre Norris et Piastri n'a le caractère d'Hamilton ou d'Alonso, donc c'est difficile de revivre ce genre de scénario, mais il y a Verstappen. La question, pour terminer ce débat justement sur McLaren et Verstappen, c'est est-ce que Verstappen peut le faire ?
Et factuellement, oui, il peut le faire. Alors je vais vous expliquer. Tu vas me sortir le fameux tableau que j'ai vu passer. Voilà, le fameux tableau. Pour vous expliquer un petit peu comment Verstappen peut devenir champion du monde. S'il gagne toutes les courses et sprint restantes, et que Piastri finit deuxième à chaque fois sauf une seule fois, allez on va dire ça ainsi, alors Max Verstappen sera champion du monde 2025 à Abu Dhabi. Il reste encore 5 grands prix, 2 sprints, 5 occasions de signer la légende, et peut-être d'écrire une nouvelle page de sa carrière en Formule 1, et de même de l'histoire de la Formule 1. C'est clairement possible, sachant que Piastri il peut terminer bien plus bas que tout ça vu ce qui s'est passé à Austin. Même chose pour Norris pour qui du moins je pense que c'est peut-être dommage ce que je vais dire pour Piastri, mais le plus grand adversaire de Verstappen aujourd'hui c'est pas Piastri, c'est Norris. Je suis d'accord. Ouais. Je suis en train de faire les calculs mentaux pour voir Norris s'il termine sur la supériorité comment en Austrie. Faut pas oublier qu'il faut que Piastri termine deuxième sur une course longue et pas une sprint aussi. Oui. Après ça bon. Ah ouais. C'est des calculs, hein, bien sûr. Mathématiquement, Verstappen peut être champion. Là-dessus, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, c'est les 3 derniers seulement. Il me semble plus que Russell peut le devenir mathématiquement. Si, il peut encore. Il peut encore Russell. Ouais, bravo. C'est le dernier de la liste. Bravo, avant le Grand Prix des États-Unis, on avait quand même eu le commentaire de Charles Leclerc. Let's go, baby. Je suis encore dans la course au titre. Il est plus dans la course. Mais non, il reste Russell. Bon, voilà. Ouais. Non, mais oui, Max peut être champion mathématiquement. Max peut être champion dans la dynamique. Et ce qu'il va le faire, c'est l'intérêt, on le sait pas, et c'est ça justement qui est intéressant. Ouais. Moi je suis très curieux de savoir s'il peut le faire, s'il va le faire aussi, ou pas. Mais comme tu disais, Norris pour moi aujourd'hui chez McLaren est devenu le leader sur cette fin de saison. Et là par exemple, on a fait un scénario où Piastri terminerait deuxième. Je serais curieux de calculer le scénario où Norris justement termine deuxième derrière Verstappen, voir un peu l'écart. Ouais. Parce que là Norris a encore 26 points d'avance sur Verstappen, ce qui n'est rien, mais quand même. Parce qu'un maximum de points, alors maximum de points pris à Austin en sprint, c'est 33. Oui. Donc ça a été pris au max par Max. Donc factuellement, sur la prochaine course sprint, Verstappen peut aller prendre la place mathématiquement de vice-champion à l'heure actuelle. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Maintenant aussi, c'est à voir la dernière question finalement. T'es en train de faire des calculs mentaux. Il est en train de faire des calculs mentaux. Il est en train de calculer. Parce que la question est-ce que finalement McLaren... non. Hein alors je suis peut-être très nul en maths, mais si on inverse les positions de Piastri et Norris n'est pas à égalité avec Verstappen en fait. C'est-à-dire parce qu'il y a 447 points pour aller chercher. En gros, j'ai calculé, t'as un écart de 12 points sur les résultats entre Piastri et Norris. Donc du coup, si jamais Norris faisait deuxième à toutes les courses... sprint et course normale, il serait pas à égalité avec Verstappen. Donc techniquement, il serait derrière ou devant? Il serait derrière Verstappen. Ouais, même Norris, là c'est pas simple. Bon, là on se fait des scénarios. Mais finalement, peut-être que McLaren aurait dû mettre un leader d'écurie bien plus tôt que. Ouais, mais d'un autre côté, aussi. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est dur en vrai. Reviens en Hongrie, les mecs sont leaders du championnat constructeur, personne les touche. Tu peux pas dire toi tu joues le championnat. Alors inversement, McLaren aussi a peut-être sous-estimé vraiment assez violemment Red Bull. Et Max Verstappen particulièrement. Dans une dernière année de réglementation de Formule 1, tu t'attends à ce qu'une équipe ramène 10 upgrades consécutives. Peut-être pas 10 upgrades, mais au moins vraiment se rapprocher. Mec, pour moi, on parle de Verstappen et Red Bull, on parle pas non plus. Personne, mais pour moi, mec, je suis Red Bull. Le move est fou, hein. S'il gagne le titre, vraiment, c'est un move de fou. Mais pour moi, personne n'aurait misé sur le fait que Red Bull reviendra en fin de saison. Ah, peut-être pas miser, c'est peut-être un grand mot, mais au moins. Genre toi tu t'es dit à un moment dans l'Europe, tu t'es dit en vrai Red Bull peut encore revenir. Non, pas Red Bull, mais en fait juste Verstappen, parce qu'en fait ce qui était important avec Verstappen au début de saison, c'est qu'il restait toujours à flot. Il restait toujours, à part peut-être vraiment de très mauvais résultats sur 2-3 grands prix, une 7ème place ou une 8ème place, il restait toujours à une bonne distance, à prendre les points qu'il fallait, à maximiser pour être toujours dans l'optique à les potentiels d'aller se mettre en bonne position en fin de saison. Mais tiens, tu veux qu'on parle de Verstappen Tu veux qu'on parle de son abandon au deuxième virage avec Antonelli en Autriche Aussi, oui. Son accrochage avec Russell en Espagne qui lui fait perdre son podium. Aussi, ouais. Bah là, maintenant, quand t'es à 40 points... oui, tu inverses... Bah mec, tu serais à égalité avec Norris, du coup. Ouais, là aussi. Donc à l'époque où on était en mode, mais il joue pas le titre, on s'en fout, etc.
Bah aujourd'hui t'as pas l'air con du coup. Ouais, Verstappen aussi peut s'en vouloir de ça. Aussi c'est vrai. Et ça rentre dans la question, est-ce que Verstappen peut-il le faire? Moi je pense que il y a eu des erreurs de Verstappen, moi je pense qu'il peut clairement le faire. Il peut clairement le faire, c'est Verstappen, et d'ailleurs tout le paddock est convaincu qu'il peut le faire. Ouais, mais de Jonathan Whitley qui était son ancien directeur sportif. Running gag, tout le monde est en mode, ça fait rire tout le monde de voir Verstappen revenir en fait. Ouais, c'est possible. En tout cas on verra si ça se fera pour Max Verstappen pour aller remporter le titre. Est-ce que le karma rattrapera? Je pense que ce sera l'un des plus beaux titres de l'histoire s'il le gagne. Mais s'il le gagne, je pense que c'est peut-être le plus beau titre de l'histoire de la F1 par le storytelling, où est-ce que étaient Red Bull et Verstappen en début de saison. On rappelle quand même que Red Bull, petit résumé, on parle d'une écurie qui a viré Sergio Perez, donc qui a perdu beaucoup d'argent sur le fait de virer Sergio Perez pour mettre derrière un pilote qui est Liam Lawson. Ils ont, au bout de 2 grands prix, ils rechangent de pilote pour mettre Yuki Tsunoda, le patron de l'écurie historique qui a créé même l'écurie en 2005, a été déplacé, puis ensuite viré pour dans l'ordre, on verra la porte, on va dire tu dégages, pour ensuite mettre Laurent Mekies. Donc on se dit oui, c'est pour préparer 2026 à juste titre bien sûr, avec la reconstruction de Red Bull. On pensait que l'écurie était en train de se reconstruire, finalement on arrive à une situation où finalement on joue le titre. Et en plus Verstappen, meilleur pilote du monde bien sûr, est dans une domination exceptionnelle sur cette fin de saison, notamment à Austin. Oui, effectivement, pour moi, le storytelling pour moi est exceptionnel, et je pense que par le fait que ce soit le meilleur pilote du monde aujourd'hui, rajoute le principe que ce soit le plus beau titre de l'histoire de la Formule 1 s'il va le chercher. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé aussi, mais qui est intéressant pour Red Bull pour 2026, c'est que depuis l'arrivée de Mekies, Tsunoda performe mieux. Oui. Et là, Red Bull est à 10 points de la 2e place constructeur. J'aurais jamais misé sur Red Bull 2e au constructeur à la fin de la saison. Et là, ça paraît beaucoup plus probable quand on voit le flot de performance de Ferrari et Mercedes où c'est un week-end sur 2. Si Max vient remporter toutes les courses, Tsunoda fait des petites P7 par-ci par-là, on va avoir Red Bull 2e au constructeur. Et alors ça, je vous le dis, je l'avais pas prévu du tout. Tsunoda peut peut-être même sauver sa place dans l'univers Red Bull aussi. On verra. Ce genre de réponse dans quelques semaines. Tu feras quelques jours. Les actus. Bref. en tout cas voilà pour ce débat sur le push to talk justement sur l'univers de McLaren et de Red Bull, et puis on verra si oui ou non Verstappen ira chercher les 2 pilotes McLaren. Un autre petit débat cette fois-ci, c'est sur je vais vous trouver ça justement. Attendez, on découvre l'émission, mais on est dans une c'est la première, on est bien, on est confort en vrai ici avec les petites j'étais en train de me dire, est-ce que je vais avoir mal au dos? Non, moi ça va. Finalement, pour l'instant, je suis bien, moi. Ça va. Alors, justement, oui, c'est prêt. Ah là. Alors, j'ai fait le visuel il y a 10 minutes. Ok, Alex, push là, voilà, effectivement. Est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Voilà. C'est le push de la commu. Le push de la commu, c'est, je vous le disais en début d'émission. Gaëtien qui prend une promo de fou là. Comme ça les encourage à poser des questions. Il va gagner des abonnés. Les encourage à poser des questions. Le push de la commu, c'est une question qui est posée par vous, tout simplement. Par vous, tout simplement. Avant chaque émission, il y aura une boîte à questions qui sera mise en story pour que vous puissiez poser vos questions, un débat, une actu F1. Une réaction par rapport à un moment d'un Grand Prix. Vraiment tout ce qui vous passe par la tête, potentiellement même une question même en dehors de la Formule 1, de sport auto, F2 ou F3 d'ailleurs justement, il y en a eu quelques-unes. Alors mis à part les questions, est-ce que tu préfères Cars 1, 2 ou 3 est-ce que la voiture, est-ce que c'est la voiture rouge qui va plus vite? Ça c'est pour Cactus Chaleur. Merci beaucoup. Mais il y avait notamment cette question, alors j'hésitais avec une autre question que j'ai montré à Julien juste avant. C'est une question sur Fernando Alonso. Est-ce qu'il pourrait gagner un Grand Prix l'année prochaine si la voiture est bien? Mais on a retenu cette question. Leclerc vient d'avoir 28 ans. Peut-on espérer ou croire qu'il réussira à être champion du monde un jour dans sa carrière? C'est la question de Gatien. Et je vous encourage d'ailleurs à poser encore une fois vos questions avant chaque début d'émission en story Insta sur le Insta de Pushlap. C'est une question qui est un petit peu éternelle, qui revient tout le temps. C'est vrai que Leclerc vient d'avoir 28 ans. Je pensais pas qu'il était aussi vieux. C'est un 97. 90. Je vais avoir 28 ans donc. Ouais. Du coup, je vais avoir 28 ans, c'est vrai. C'est la question que tout le monde se pose. Donc Leclerc vient de fêter ses 28 ans.
Il est à l'âge où un pilote est censé peut-être être à son meilleur niveau, même dans le sport de haut niveau, c'est vrai. Dans la phase la plus mûre de sa carrière, et pourtant après 6 saisons chez Ferrari, le rêve du titre mondial reste quand même assez comme un mirage. Il a tout, la vitesse, la régularité, le charisme même, ça c'est moi qui l'ai rajouté, l'attachement à la Scuderia, mais il manque ce petit quelque chose, une voiture, une stratégie, une stabilité pour concrétiser. Et c'est là que la question prend tout son sens. Est-ce que Leclerc sera un jour champion du monde? Et surtout, est-ce que ce sera même d'ailleurs chez Ferrari? Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une équipe qui est un petit peu, qui est clairement malade, du moins par tout ce qui s'est passé cette saison. On a une voiture qui est potentiellement bonne partout, mais excellente nulle part. Ferrari n'a pas l'ombre d'une victoire qui pourra arriver sur cette saison 2025 de Formule 1. Il n'y a pas eu de victoire d'ailleurs depuis le début de cette saison. Ça brille parfois sur un tour, ça brille parfois même sur un Grand Prix comme à Austin, où Leclerc a été absolument... très fort, franchement, du pur Leclerc comme on aime, notamment dans la défense, et à quel point il pouvait être instinctivement très puissant dans ses défenses sur Lando Norris. Est-ce que toi tu ressens encore peut-être aujourd'hui c'est très difficile de dire, mais un vrai projet solide chez Ferrari pour retrouver le titre, ou les titres même d'ailleurs, une première fois depuis solide, oui. Projet solide, oui, mais un projet qui prend du temps à construire, et on est aujourd'hui dans un monde qui évolue très vite et où les gens sont très rapidement impatients. Vasseur, ça fait 3 ans, c'est sa 3e année si je dis pas de bêtises. Ouais. Nouvelle réglementation qui arrive, ça demande du recrutement. On a eu l'arrivée et les départs de plein d'ingénieurs, de plein de personnes du board chez Ferrari, etc. Donc oui, le projet de titre, moi j'y crois encore. Est-ce que ce sera 2026, 27, 29, peut-être 30, tu vois, tu sais pas. Un chiffre qui peut évoluer. Tu sais pas, hein, mine de rien, mais Ferrari a déjà connu des périodes en fait de non-succès, quoi. Et ça a été le cas aussi de McLaren. McLaren, ils ont attendu 13 ans avant de regagner un titre. Non, même plus, McLaren. Même plus, depuis c'était la victoire 90, 13 ans. Ouais, 2000, c'était 99 le dernier titre, mais c'était 13 ans pour gagner une course, tu vois. Pareil pour Williams. Williams, ça fait des années et des années qu'il joue plus le titre. Ouais, donc, mais c'est pas l'écurie la plus historique en Formule 1, tu vois, ceux que tu cites, genre Williams ou McLaren. Là, on parle de la. Quand même c'est oui, le Big 3. Mais oui, je suis d'accord. C'est le Big 3. Mais le plus haut, c'est Ferrari, tu vois, il y a une pression la réalité, moi, je vais te te donner un autre popular opinion sur Ferrari. La réalité, c'est que les 5 titres de Schumacher ont totalement mindfuck les gens en se disant que Ferrari était une machine à gagner. Alors qu'avant Schumacher, on a attendu pendant 20 ans quasiment avant de gagner un titre. Et sauf que là, 50 dominations, c'est la période de la télé, les journaux, etc. On se dit, waouh, Ferrari, le succès, la gloire. Non, Ferrari, une équipe de Formule 1. Et comme toutes les équipes de Formule 1, c'est des cycles. Mercedes, ils ont gagné 7 titres, 8 titres d'affilée. 8 titres constructeurs, 8 titres constructeurs. Mercedes, ils n'ont pas été en Formule 1 pendant 50 ans quasiment. C'est des cycles en fait. Et je pense, moi, que Vasseur est encore la bonne personne. Moi aussi. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Je pense que Vasseur aussi est énormément sous pression entre la presse, entre la voiture qui va pas. Il a la tête, je pense qu'il dort pas très bien. Donc c'est surtout que c'est une pression populaire, c'est une pression nationale. De toute façon, c'est religieuse même d'ailleurs. C'est la Scuderia Ferrari du côté de l'Italie, et même mondialement parlant, c'est l'écurie qui a la plus grosse fanbase aujourd'hui en Formule 1. Même d'ailleurs auprès même de la FIA, faut savoir que Ferrari a un titre spécial lors des votes auprès de la Fédération internationale automobile dans les conseils mondiaux qui sont liés à la Formule 1. Ils ont un vote de veto, c'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose, faut que Ferrari soit d'accord. C'est la seule équipe qui a un veto. C'est assez fou d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, de toute façon, Vasseur a une pression qui est immense. Et cependant, sur le début de saison, tu sais, quand Ferrari, vraiment, sur le début de saison, c'était quand même très compliqué. Surtout que c'est la première saison de Sir Lewis Hamilton avec la Scuderia Ferrari. Et qu'on nous a. En fait, on attendait vraiment. Je reprends le même de l'équipe, hein, mais on attendait Daniel Craig et Tom Cruise. On a eu Danny Boone sur le début de saison. C'est un peu ça la Scuderia Ferrari, surtout avec Lewis Hamilton, non pas par la faute d'Hamilton, mais par la faute de l'univers de la Scuderia Ferrari qui était très malade. Et je pense que les critiques, il n'y a pas les critiques, mais les insinuations, rumeurs, potentielles informations sur le potentiel départ justement de Frédéric Vasseur qui ne serait pas reconduit avec contractuellement du côté de chez Ferrari, moi je les comprenais. Je dis pas que ça allait se passer, je dis cependant que je les comprenais. Normal, t'es patron de la Scuderia Ferrari, et c'est très compliqué. La voiture ne fonctionne pas, ou du moins elle est bonne par-ci par-là, mais elle est excellente nulle part. Et quand t'as Lewis Hamilton pour sa première saison chez Ferrari, tu devais avoir des victoires. Moi je comprends les critiques, cependant pas trop non plus, parce qu'il faut pas déconner non plus. L'armée numérique ça va 2 minutes quoi. Mais je comprends les critiques et je comprends parfois l'énervement.
sans dépasser des limites. Mais quand tu regardes par rapport à Hamilton, quand tu regardes par rapport à Leclerc, ça fait des années chez Ferrari, il subit tellement de choses entre Mattia Binotto et aujourd'hui du côté de chez Frédéric Vasseur, qui est factuellement un meilleur patron, homme pour être pas un ingénieur, mais un patron en fait pour gérer les troupes. Je pense que Leclerc, il y a de la frustration et que Hamilton a de la frustration et tout le monde a de la frustration. Maintenant, est-ce que c'est encore l'homme de la situation ? Oui, clairement, parce que Ferrari ne se rebâtira pas en un jour. Ferrari se rebâtira en très longtemps, peut-être même en 2027. Quoi. Ça a été l'un des défauts de la Scuderia depuis le début de l'ère hybride et le départ de Luca Di Montezemolo. Ça a été justement ce manque de stabilité et de pas avoir un homme qui construit quelque chose. Ouais. C'est de vouloir toujours trouver un bouche-trou. Et ça a été le cas. On a eu, comment il s'appelait Maciacci en 2014. Oui. Marco. Oui, Maciacci qui a resté patron de la Scuderia pendant une saison. Mais il a fait une saison, la pire saison de l'ère hybride. La pire saison de l'ère hybride, surtout que c'était les débuts des moteurs. Voilà. Ensuite, on a eu Arriva Bene. Bon, ça a été pas mal, sauf que quand ça a commencé à tourner au drame, on l'a remplacé par Binotto. Arriva Bene et Binotto se détestaient en plus. Binotto pouvait pas se voir entre eux. Ensuite, on a eu Binotto, ça s'est mal passé, du coup, on l'a remplacé encore une fois. Ouais. Si là, ça se passe mal et que tu remplaces Vasseur, tu ne laisses pas cette chance en fait à la personne de rebondir. Et aujourd'hui, si on parle juste de 2025 pour Ferrari, le problème c'est la voiture. Ouais. C'est d'avoir reconstruit une voiture à 95% en partant de zéro, en se disant que tu aurais un plafond de verre plus haut et une plus grande courbe de développement. Ce qui est stupide. Alors oui, Red Bull l'a fait. Certes, Red Bull a réussi à remonter. Mais là, c'est différent. Il a fallu comprendre. Il a fallu découvrir des problèmes. On s'est rendu compte des problèmes de hauteur de caisse, de la planche, de lift and coast, etc. Et pour revenir sur Charles, Charles, en fait, aujourd'hui, à 28 ans, n'a jamais eu la voiture pour jouer le titre. Il a eu un début de saison potentiel. Il a eu jusqu'à 2022. Un Grand Prix de Belgique. Ouais. Et une TD39 qui a ruiné sa voiture jusqu'à la fin de la saison. Sinon, 2023... 21 victoires de Red Bull, 22 victoires de Red Bull. Ouais. 2024, Red Bull McLaren. Victoire. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de sa dernière victoire en Formule 1, c'est prix des États-Unis. Ouais. Donc, non, il a jamais eu la voiture pour jouer le titre. Et moi, c'est un truc qui me fait mal au cœur. Mais en 2019, en 2020, tu me dis Norris gagne un titre en Leclerc. Ouais, tu crois pas. C'est sympa la blague. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est un peu la cruauté aussi du sport, c'est qu'il faut être au bon endroit au bon moment. Sachant aussi que il y a eu des départs qui, pour remettre un peu le contexte sur Skoda Ferrari, c'est que pour l'avenir, il y a eu le départ de Wolf Zimmermann, qui est l'architecte du moteur hybride et du projet 2026 qui va aller du côté de chez Audi. Lars... Chez Audi, yeah, cowboy. Lars Schmidt, un autre profil stratégique qui est aussi le navire. Ferrari perd donc 2 têtes pensantes alors que tout le monde prépare déjà la nouvelle ère de 2026. C'est Enrico Gualtieri qui reprend le département moteur et Vasseur essaie de compenser d'ailleurs avec des recrues qui proviennent de Renault, d'ailleurs de Viry-Châtillon notamment sur la partie moteur, et de Mercedes. Et ça aussi, ça peut faire un petit peu peur de voir autant de personnes importantes partir de la Skoda à Ferrari, qui étaient des personnes clés. Après, je vais aller peut-être dans l'autre sens. Ferrari n'allait peut-être pas aussi bien que eux devaient faire le bon travail. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je suis d'accord. S'ils partent, c'est qu'il y a une raison. On leur a peut-être dit aussi, bon, t'es sympa, t'as fait du taf jusqu'à un certain temps, les gens est là depuis très longtemps, mais aujourd'hui on voulait passer un step et il fallait aussi se renouveler. Et c'est aussi la quête de Frédéric Vasseur, c'est de renouveler les troupes aussi. Hein. Zimmermann, c'est chiant quand même sur le moteur parce que c'était quand même un excellent développeur. Ouais. Après, je me terrifie parce que je me rends compte que j'ai le même discours que Vasseur. Je me rends compte que je sors les mêmes disquettes que lui, tu sais. Alors, on a fait une bonne course, Fred, on a terminé 8ème et 9ème. On a fait une bonne course. On a fait ce qu'on pouvait. Non, mais en fait, c'est que, encore une fois, ça fait partie des cycles, quoi. Ça fait partie du sport, ça fait partie des changements de profil. On en parlait tout à l'heure. Il n'y a pas que les pilotes qui cherchent de nouveaux projets. Il y a un moment où aussi tu dois aller recruter, tu dois former, tu dois essayer de comprendre, amener une nouvelle culture aussi, parce que on sait que Ferrari, les années dominatrices dans les années 2000, c'était une culture anglophone et allemande. Ouais. Maintenant, il y a une réglementation en Italie. Maintenant, c'est plus compliqué. Alors, on va pas rentrer dans la politique de travail de l'Italie, mais voilà, avec ça compte. Hein. Ça compte techniquement. On peut pas faire travailler autant d'étrangers, littéralement. Les étrangers. Les étrangers. Voilà, on en parle sur Push Lab. Mais donc non, ça change un peu. Ouais. Pour moi, Vasseur aussi aujourd'hui est dans probablement la pire situation pour un team principal des dernières années. Ouais. Parce que déjà, de 1, il y a l'impatience d'un titre. Ouais. De 2, il y a le fait que Leclerc s'éloigne d'un premier titre. Et de 3, c'est que maintenant, Vasseur a la responsabilité de la fin de carrière d'Hamilton. Ouais. Et là, ça fait quand même 3 facteurs
qui sont horribles à gérer. Qui sont quand même c'est à la fois c'est épais. Hein. Ouais, à la fois c'est incroyable et à la fois tu te dis mais si je rate ça, c'est dur. C'est simple, si ça passe d'ici 2028 et qu'il y a un titre pour l'un des deux ou constructeur, même un titre constructeur monstrueux, triple monstre. Ah ouais. Par contre, si en 2029 les deux se barrent et qu'il n'y a pas un titre, surtout que même si plus particulièrement sur Leclerc, il y a une potentialité qu'ils se disent alors que il y a un dévouement pour la Scuderia Ferrari que je trouve dont je suis admiratif pour Leclerc. Moi je pense qu'il a signé un pacte avec le diable et Ferrari, c'est pas possible, il y a un truc. Il a accepté de subir autant, même parfois. Moi, je me souviens de Grand Prix du Brésil, peut-être que c'était en 2024, où il avait dit, quand il s'était craché, il avait dit pourquoi je suis autant malchanceux. Ouais. Tu vois, quand tu sors ça, 2023-2024 au Brésil, mais voilà, si tu sors ça, tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête et dans sa carrière, même en Formule 1 plus particulièrement. Donc, tout ça lié, tu te dis, mais ça va peut-être jamais arriver. En fait, j'ai peur qu'en fait, qu'on arrive à la fin de carrière de Charles Leclerc et on dise, ah oui, c'est le pilote qui a été presque champion. Ouais, alors que ça a été, il est déjà dans l'histoire de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc. Ah, clairement. Tu vois. Mais il y a cet aspect où tu peux te dire à la fin, bon, il a été presque champion. Alors que c'est un pilote incroyable, tellement talentueux, tellement fort, qu'il y en a qui disent qu'il est sous-coté, qu'il est surcoté plutôt. Non, il est pas surcoté. Il est juste, c'est un pilote exceptionnel, Charles Leclerc, tu vois. Moi, je dirais toujours, et je maintiens cette idée que gagner un titre avec la Scuderia Ferrari, ça en vaut 3 ailleurs. Ouais. Tu peux gagner 3-4 titres dans n'importe quelle équipe. C'est beaucoup plus dur d'en gagner juste un seul chez Ferrari. Et la preuve, là, alors c'est la première année avec Hamilton, j'attends de voir. Ouais. On a quand même eu Alonso, on a eu Vettel, là on a Hamilton, on a Leclerc. Ouais. Il y a eu Raikkonen qui est revenu et ça marche pas. Donc c'est dur, c'est vraiment très très dur de gagner un titre chez Ferrari. Mais j'y crois, vu que je suis fan de Ferrari et que je suis délusionnel, j'y crois. Dépressif. Voilà. Mais c'est aussi sur l'environnement même de l'écurie. C'est tellement difficile de permettre chez Ferrari par rapport à la pression populaire, mais la pression médiatique. Regardez sur les dernières semaines, on en parlait d'Horner en début d'émission, mais les rumeurs comme quoi Horner pouvait débarquer chez Ferrari à la place de Frédéric Vasseur. Mais attends, ça montre déjà d'une chose, c'est que les médias italiens détestent Frédéric Vasseur au plus possible, et que moi je rajoute ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes chez Ferrari qui font sortir des choses pour faire tomber Frédéric Vasseur. Donc Frédéric Vasseur guide des gens qui veulent sa tête. Je sais pas s'ils veulent sa tête, mais ou du moins qu'ils veulent changer ils estiment que c'est pas la bonne direction, Frédéric Vasseur. Mais en fait, quand je vois la réaction d'Hamilton en presse-conférence ce jeudi, Horner qui va guider. Il arrive, il fait ouais bon vas-y on va pas parler de ça, enfin vous êtes pas teubés tu vois et la réalité c'est ça, c'est qu'aujourd'hui Ferrari ça parle beaucoup et parce que ça gagne pas et même quand ça gagne ça trouvera un moyen de critiquer et de parler. Donc faut être patient. Je suis pas sûr que 26 soit l'année pour Ferrari. Voilà, c'est une première année de réglementation, c'est très tôt. 27-28, ça me paraît plus intéressant. Quoique c'est assez éparse. Voilà, on sait pas trop comment ça va se passer. On a un petit inside, on avait discuté avec Julien Febro juste au moment du lancement de l'atelier Alpine qui est juste à côté d'ici, à Emotion, à Paris, et il avait mis sur Insta, donc ça on peut le dire, il était à Milton Keynes. Il avait parlé de 2026. Même, enfin, c'est un bordel sans nom de comprendre toute la réglementation 2026, au-delà même de la surface. C'est tout ce qu'il y a en interne, notamment des maps moteurs, des nouveaux volants qui vont arriver l'année prochaine aussi d'ailleurs. Donc c'est tout à reconstruire. Newey a fait une interview intéressante il y a quelques mois maintenant je crois où il expliquait qu'en fait cette réglementation parmi les dernières c'est la réglementation la plus évasive qui te bride le moins. Et donc en fait où tu peux vraiment interpréter le règlement à ta sauce, on va vraiment avoir des concepts différents qui pour autant seront peut-être aussi performants les uns les autres, mais d'un point de vue création et développement 2026 va être très très intéressant. Ouais, c'est vrai. On verra comment ça se passera pour 2026 et effectivement aussi par rapport à cette question, est-ce que Leclerc deviendra champion du monde? Est-ce que ça se passera l'année prochaine? On a beaucoup débattu, mais c'est vrai que c'est tellement difficile de répondre à ça. Et moi, je reprends ton exemple. Est-ce qu'on aurait imaginé Norris se battre pour le titre en 2019? Même McLaren se bat pour le titre. Mais même pour moi, l'année dernière, Norris ne pouvait pas jouer un titre. Ouais, et pourtant, quand on voit les performances face à Verstappen en 2024, et pourtant, cette année, la voiture fait qu'il est en position de le faire et qu'il a les épaules pour être champion. Et voilà, Norris gagnera un titre peut-être avant Russell, avant Piastri, avant Leclerc. On espère que Leclerc sera pas condamné à être un prince sans couronne. Moi, je pense qu'il deviendra champion du monde un jour dans sa carrière. J'y crois aussi. Et avec Ferrari. Tu me fais bander.
et avec Ferrari. Moi je pense qu'il sera champion du monde avec Ferrari. On espère effectivement. Donc voilà par rapport à ce push to talk. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions avant chaque début d'émission en story Insta, dans la boîte à questions en story Insta. Juste vous abonner au compte Insta qui sera retrouvé en description bien sûr de la vidéo sur YouTube et en podcast également. Vous inquiétez pas, vous aurez de quoi aller vous abonner. Donc voilà. Pour terminer l'émission, l'émission, un petit jeu dont je t'ai parlé un petit peu juste avant. Oui. C'est vraiment un petit peu plus. J'ai la ref. Le push or lift. Voilà. Le push or lift. Push or lift. Alors, le principe du push or lift. T'aurais dû l'appeler Lico. Le Claire aurait débarqué. Le Claire, il arrive. T'arrêtes ça. Il se réveille la nuit. Arrête. Qui fait venir ma soeur, Lico, le mec se barre. Le mec se lève, quitte le podcast. Non, j'arrête. Push or lift, du coup. Le push or lift. Alors, c'est l'heure du push or lift. Le principe, c'est simple. Je te balance une série de questions sur la F1. Ok. Parfois même un peu provocatrices. Push si t'es d'accord. Surprise. Si tu valides. Et lift si tu lèves le pied. Si tu crois même pas du tout d'ailleurs. L'idée, c'est de réagir vite, à l'instant, sans trop réfléchir. Ouais, y a pas de joker. Je posais la question. Y a pas de joker. Y a pas de joker. Je vais voir si ça fonctionne le 1 vs 1. Oh, incroyable. Le 1 vs 1 fonctionne. Attends, je me tiens bien droit comme ça. Attends, c'est ma cam. Ok, ma cam. Faut que je regarde la cam. Non, regarde-moi. Comme ça. Ça fait. Attends, on va essayer de se mettre bien. Attends. Tac. T'es beaucoup plus petit que moi. Attends, approche-toi. Approche-toi. Voilà. Comme ça, tu me regardes. Ok. Vas-y, c'est bien. C'est bien ? Vas-y, c'est bien. Allez, c'est parti. Différentes affirmations. Push si t'es d'accord, tu pousses pour aller ça. Et lift si je suis pas d'accord. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Hamilton chez Ferrari, c'était vraiment une si bonne idée que ça. Push. Norris, futur champion du monde. Push. Audacieux. Trop de grands prix aux USA dans le calendrier. Push, je suis d'accord. Ouais, pas du même avis. Drive to Survive de Netflix a sauvé la Formule 1. Push. Merci de le dire. Les fans ont trop d'attentes aujourd'hui vis-à-vis de la Formule 1. Push. Un Grand Prix de Monaco de nuit, ce serait une bonne idée quand même. Hein. Oh, push, mais peu probable. Peu probable. Russell devrait quitter Mercedes. Non, lift. Ouh. La réglementation 2026, on en parlait, sera un vrai banger. Un lift. Ouf. Ah ok. Question intéressante. C'est moi qui l'ai faite. Red Bull a trop d'influence en Formule 1. Lift. Ah, moi push. Mais c'est mon push au lieu, c'est pas le tien. Tu me le feras après, tu vois. Tu sais quoi, tu me le fais après, ça en fait ça. Leclerc est trop propre pour être champion du monde. Lift. Un Grand Prix avec grille inversée, tu prends. Push. Le retour des points doublés pour le dernier Grand Prix de la saison. Lift. Casse moteur là. Ferrari redeviendra championne du monde avant 2030. Ouais, push. Ouais. Je vais croire. Il faut plus de week-ends course sprint. Lift. Stefano Domenicali fait du bien à la Formule 1. Oh là 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 là, c'est dur hein. Push. Ouais, bien. Push. Les gens en font trop sur Lance Stroll en le critiquant autant. Lift. Dommage. Verstappen est-il en route pour devenir le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1 ? Push. La F1 est obligée de réussir à avoir le retour d'un Grand Prix en Afrique. C'est une obligation d'avoir un Grand Prix en Afrique. Lift. Oh, ok. Alonso qui remporte une course avant la fin de sa carrière en Formule 1. Tu y crois ? Lift. Ah, moi, il n'y a plus. C'était magnifique. La course en Afrique, en fait, c'est le terme d'obligatoire. Moi, j'estime que c'est obligatoire. Tu veux faire toi ? Ouais. Allez, moi, vas-y. j'estime pas ça obligatoire, en fait. J'aime pas le principe d'obligation. Le principe d'obligation, en fait, je trouverais ça bien important. Ouais. Mais de là à dire obligatoire, du coup, après, en fait, c'est le papaya rules. Il va falloir obliger d'autres pays aussi. Tu vois. Moi, alors pour petite info, il y a plusieurs projets de Grand Prix en Afrique, notamment un Grand Prix au Maroc. Alors il y a Koyalami, ça pour l'Afrique du Sud, mais il y a aussi le Grand Prix du Maroc qui est en projet du côté de Tanger. C'est un peu comme faire un Abu Dhabi, en gros. Ça. Cependant, faut voir si ça peut se concrétiser. Il y a beaucoup de projets à chaque fois. Il y a eu le Rwanda qui ne se fera pas. Il faut pas faire au Rwanda de toute façon. Du coup, voilà, il y a trois vrais projets pour faire un Grand Prix en Afrique. Tu m'aurais dit la F1 a besoin d'un Grand Prix en Afrique, je t'aurais dit oui. Mais obligatoire, c'est le mot qui me dérange. Parce qu'obligatoire, ça sous-entend que sans un Grand Prix en Afrique, la F1 n'est pas bien.
Moi j'estime que oui. Mais j'estime que oui, parce que on est un championnat du monde, tout simplement. Ouais, on n'a pas de Grand Prix en Antarctique. Allez, 3, vas-y. 2, 1. Hamilton chez Ferrari, était-ce vraiment une bonne idée? Push. Norris, un futur champion du monde. Push. Trop de Grands Prix aux États-Unis. Lift. Drive to Survive va sauver la Formule 1. Push. Les fans ont-ils trop d'attentes aujourd'hui? Push. Un Grand Prix de Monaco de nuit, bonne idée? Push. La réglementation 2026, ce sera un vrai banger. Moi, push. Red Bull a trop d'influence en Formule 1. Ah oui, push. Leclerc est trop propre pour être champion du monde. Lift. Un GP avec une grille inversée, tu prends? Ouais, au moins une fois, push. C'est pas. Oh, voilà. Le retour des points doublés pour le dernier Grand Prix de la saison. Pour déconner, push, ouais. Oh non, en fait, c'est juste un troll. Le mec a juste décidé de troll. Il faut plus de week-end sprint. Ouais, push. Moi, j'aimerais bien. On est à 6, j'aimerais bien qu'on ait 9. Stefano Domenicali fait du bien à la Formule 1. Ah, push. Les gens en font troll sur Lance Stroll en le critiquant autant. Push. Ouais, voilà, merci. Verstappen est-il en route pour devenir le meilleur pilote de l'histoire? Ah, push. La F1 est-elle obligée de réussir à avoir le retour d'un Grand Prix en Afrique? Et push. Et Alonso remporte une dernière course avant la fin de sa carrière? Push, ouais. Je pense que l'année prochaine, Aston, il y a au moins une course avec tous les moyens qui débloquent là. Où ça va. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à la course qui sorte un peu. Surtout Honda. C'est vrai. Mais surtout qu'il y a l'année prochaine, Aston Martin, c'est une vraie écurie constructeur en Formule 1. Ouais, là, non, on parle plus de on a Mercedes un petit peu. C'est vrai que j'ai dit le lift et j'ai pas pensé à la vibe de il chope une win Grand Prix d'Espagne parce que voilà, grosse perf. Madrid. Pas impossible. Ouais. Il y aura 2 opportunités. Par contre, attends, pourquoi Red Bull a trop d'influence sur la Formule 1? Red Bull a trop d'influence sur la Formule 1 parce que déjà, il y a 2 écuries. Sur un championnat, une compétition, il y a 10 écuries. Donc ça veut dire double vote notamment auprès de la FIA. Ça fait également du point de vue stratégique, ça peut aider bien sûr Max Verstappen, surtout que les Racing Bulls sont très bonnes aujourd'hui factuellement. Oui. Donc en fait, notamment tu sais sur un temps avec la question du Grand Prix de Singapour de l'an dernier avec Ricciardo, avec le point du meilleur tour en course. Ça rentre aussi en compte, tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça, politiquement je trouve que c'est pas normal et je rejoins Zak Brown qui fait chaque fin d'année, Zak Brown il fait une lettre ouverte aux fans où il fait un débrief de sa saison et à chaque fois il paie petite mention Red Bull a trop d'influence, c'est pas normal pour la question de l'équité. À chaque fois il fait ça, il a une petite section. D'ailleurs, petite info, mais Horner et Brown et comment s'appelle-t-il, Mohamed Ben Sulayem se sont rencontrés dans une réunion au resto. Ils ont publié une photo il y a quelques jours. J'étais en mode l'addition. Bon, sûrement la FIA. La FIA avec les pénalités, ils se sont dit non. Après, j'entends le discours de ils ont 2 équipes. Ok, sur la piste, je trouve que ça peut être touchy. Ouais. Maintenant, demain, As votera toujours comme Ferrari. Aussi, peut-être, oui. Parce que t'as des contrats de collaboration entre des équipes. Et là, Alpine, pareil, Alpine va backup Mercedes. On peut parler de ça. Mercedes, ils ont 4 moteurs sur la grille. Bien sûr, aussi, oui. Donc, du coup, c'est en mode, bah ouais, forcément, ils ont aussi un monopole, tu vois. Tu veux pas comme moi? Coupe un moteur. Bah voilà, c'est ça, tu vois. Donc, non, bien sûr. Moi, ça me choque pas tant que ça. Mais je sais, mais c'est plus dans le sens où on en parle d'écuries qui jouent le titre, enfin, pas qui jouent le titre, mais qui sont très très fortes, tu vois. Williams, ils sont parfois beaucoup à l'arrière de la grille auprès de Mercedes. Aston aussi, c'est compliqué. L'année prochaine, Aston, tu vois, c'est fini. Après, Alpine passera chez Mercedes, mais bon. Tu verras bien ce que ça va donner. C'est un jeu ainsi. Et c'est déjà la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission déjà. Hein. C'est passé vite, hein. Tu sais qu'on a fait. Alors, j'avais prévu 1h15. Tu m'as dit si on fait un peu moins d'une heure, c'est pas grave. On a commencé à 11h30, il est 13h11. Oh putain, Il y a Fabien qui est là-bas à la régie en train de se dire. Il est comme ça, il est comme ça. Alors je le vois, il en peut plus à la régie. Allez manger. Faites c'est la dalle les gars, finissez là. Mais ouais, alors il devait y avoir normalement un petit jeu en plus à la fin de l'émission qui s'appelle le Push Lab Challenge. Moi ça m'arrange. Malheureusement, Julien ne rentre pas dans la F1. Moi ça m'arrange. Je ne fais pas le tour de Formule 1. Vous viendrez chez Emotion à Paris pour faire votre tour et les invités d'Alex feront des tours mais pas moi. Exactement. En gros voilà, il y a normalement le Push Lab Challenge à la fin. C'est un peu comme dans Top Gear où chaque invité vient dans la F1 pour rouler dans la F1 sur simulateur qui est accessible pour vous également forcément si vous voulez venir chez Emotion tester la F1 et malheureusement Julien ne rentre pas dans la F1 simulateur. Taille réelle d'ailleurs la F1. Ouais. Bah le Hydro aussi taille réelle. Hydro aussi taille réelle. Donc voilà. Et merci encore une fois à Emotion parce que Emotion permet à Push Lab d'exister, de débuter cette aventure. Donc immense merci à Emotion pour amorcer
cette collaboration et permettre à Push Lab de vivre. Donc immense merci à tous ceux qui ont permis dans l'équipe d'Emotion, notamment à Fabien et Adrien, à Zoé et à Eol, de permettre... Venez faire du simu. Venez faire du simu chez Emotion. C'est celle-là, effectivement. Merci beaucoup Julien. Merci à toi pour l'invitation, c'était trop cool. Ah ouais, l'aventure Push Lab débute ainsi et ça me fait extrêmement plaisir. En plus, on a débuté Tear Off ensemble. Putain, dans la création. C'est off-track du coup, à l'époque. RIP mon petit enfant. Et maintenant Tear Off qui vit toujours et on travaille toujours sur Tear Off, donc il n'y a pas de changement là-dessus. Donc voilà. Et pour cette aventure Push Lab, c'est une aventure en plus de mon côté, en plus de Tear Off et de mes contenus. Un indice sur le prochain invité? Le prochain invité, c'est vrai que je l'ai pas annoncé, c'est vrai. C'est aussi un créateur de contenu qui parle F2. Okay. Qui parle F2 aussi. Qui parle F2. Qui parle Dakar, qui parle moto. Qui parle Dakar, qui parle moto. Ok. Voilà, il parle de tout. Okay. Donc, c'est bien, j'ai dit un petit indice. Un petit indice, le mec parle F2. Alors, nom, prénom, Lucas. Prénom, Lucas. Nom de famille. Voilà, merci beaucoup. Bref, voilà, donc vous verrez. Vous verrez. Il a dit vous verrez. Il a dit vous verrez. Je dis son nom, prénom. Ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Mais il y aura d'autres invités pour l'instant, je dis pas. Ça par contre, mais pour le prochain, je peux le dire. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux d'avoir suivi ce premier épisode. Pour ceux qui sont sur YouTube, merci beaucoup. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commentaire et ainsi de suite. À vous abonner aussi à la chaîne de Push Lab Podcast. Et puis sur ceux qui sont en audio, sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à lâcher la petite étoile, la petite note pour push justement. Le 5 étoiles, comme sur Uber. Le push justement pour pusher le podcast. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup Julien. Merci beaucoup à Fabien qui a été à la régie. Merci beaucoup à Emotion. Et on se dit à très vite, bien sûr, pour le prochain épisode la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.